la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Ça prend pas de temps au bonsoir, de temps au chemin, il y a 0 Echo, fait attendez. Eh bien, bonsoir, Conseil, bonsoir, dans la France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Roger Flight Authority 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça marche? Là, normalement, ça doit marcher et ça doit plus saturer. Vous nous dites. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la zone aéro. Salut Nico, salut Seb. Ah bah voilà. J'espère que vous allez bien, que déjà vous avez passé une bonne semaine. Ils nous reconnaissent. C'est déjà ça. Alors évidemment, vous vous doutez bien, on a testé les micros juste avant, hein, mais vraiment juste avant, ça marchait. On lance le générique, ça marche plus. Allez comprendre. Et les avions là, ils volent. Allez comprendre. Comme ça. On avait du son. Bon, bref. Ça va Nico? Ben ma foi. Ça va bien, ça fait, c'est le printemps, ça fait longtemps. Les filles sortent en jupe et tout. Un Nico qualifié, faut pas le dire dire. ça. Hein? Un Nico qualifié. Oui, voilà. Ça y est, voilà, t'as le droit de voler dans les nuages. Voilà. C'est beau. Voilà. Un village dans les nuages. Ah, mais c'est pour ça que... c'est pour aller dans le village dans les nuages, moi je vais voir les bisounours, c'est tout bon. Bon. Et vous, est-ce que vous allez bien? Dites-nous dans le chat. Bien sûr qu'on vous salue, comme on le fait d'habitude. On salue également les amis qui nous suivent sur YouTube. Puisque cette émission évidemment est en replay à J+14 sur YouTube et puis en premium on peut dire pour les sub Twitch pendant 15 jours. Est-ce que le chat va bien? Est-ce que vous avez volé d'ailleurs? On peut vous poser cette question. Ah oui, parce que le beau temps revient, donc qu'est-ce que... Doucement, parce qu'il y avait un peu de vent la semaine dernière, il y avait pas mal de choses, donc comment est-ce que vous allez? Dites-nous dans le chat les copains. C'est marrant parce que là on dirait que le chat il est figé, alors je sais pas pourquoi. J'ai vu le Hello les garçons de Cynthia et là je vois plus rien du tout. Le son 5 sur 5 sans vidéo. J'ai l'impression que ça rame un peu. Bon. Ça baigne. Ok. Ah bah. Bon, alors évidemment avant toute chose, sachez que si vous voulez... Ah, il y a Inforéa qui arrive avec 130 personnes. Merci. Salut les 130 personnes, Thomas. je vais pas dire bonjour à tout le monde, hein, je les connais pas tous, hein, donc mais bonjour tout le monde quand même. Bonsoir la communauté de la réparation, de l'informatique, qui reconditionne des ordis, qui les donne à des associations, des écoles comme ont besoin. C'est aussi ça, la vulgarisation technique et informatique. Ben, nous, c'est un peu plus ce qui vole, mais des fois, c'est en lien quand même. Merci Thomas. Merci beaucoup et soyez les bienvenus, les 130 personnes qui viennent d'arriver. L'émission de ce soir peut vous intéresser puisqu'on va parler un peu d'aviation, mais on va parler, comme on pourrait dire, de l'aviation au service des entreprises. Voilà. On peut le présenter comme ça, oui. Avec un expert qui vient nous voir. En fait, il y a des procédures qui sont utilisées par les pilotes de chasse. Qui peuvent être appliquées aux entreprises. Ouais, au management. Faire attention, voilà. Recul. Donc si ça vous intéresse, ils se intéresse, retrouvent dans des situations stressantes, je suppose, et donc du coup ça se gère. Et donc ça, c'est bien aussi d'apprendre aux gens à gérer leur stress dans une situation le stress, délicate. Le leadership, la gestion de l'inconnu, ce genre de choses. Ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous faites comme Osmo Top TV Player et Luido Live qui viennent de follower la chaîne. Donc vous serez averti des notifications. Merci de votre présence. En tout cas, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre puisque vous verrez que les termes ici autour de l'aviation sont extrêmement variés. On parle de plein de choses, à la fois de métier, de vulgarisation, des fois un peu de technique aussi. Et en plus, on répond à vos questions et nos invités répondent à vos questions. C'est aussi ça tout l'intérêt de la chaîne. Pourquoi ils ont toujours un nom de cheval de tiercé, les gens? Parce qu'il faut choisir des... Et puis comme il y a de plus en plus de gens, il faut choisir des pseudos de plus en plus longs. Bon, bienvenue en tout cas. Donc pour toutes celles et ceux qui arrivent, vous êtes bien dans la zone aéro. L'émission est en direct ce soir avec notre invité. On a encore des émissions à venir. Et puis, on a tout le programme du mois de mai qu'on vous annoncera tout à l'heure à la fin du live. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, il y a du monde, il y a du beau monde. Il y a 10 émissions sur le mois de mai.
avec des invités de partout. Donc on vous explique et on vous raconte tout ça à la fin. Vous verrez, il y a vraiment du beau monde, donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Sinon, pour nous soutenir, vous avez plein de manières de faire. Vous avez la boutique, vous avez le lien qui va s'afficher dedans où vous pouvez récupérer les fameux mugs de la zone aéro, des stylos, des stickers. Il y a des polos comme les nôtres. Il va bientôt y avoir des t-shirts. Il y aura plein de choses. Donc ça se permet de nous soutenir, de soutenir la chaîne et de nous permettre de développer puis d'investir dans du matériel pour optimiser la qualité des lives. Comme vous le savez, puisque nous on est tous bénévoles de toute façon dans la zone, mais il faut le répéter, il faut le rappeler, c'est pas une chaîne commerciale on va dire. Et puis vous avez aussi tous les systèmes classiques, les soutiens sur Twitch, les subs, les abonnements. Si vous prenez un abonnement d'ailleurs et que les alertes marchent, mais j'en suis pas sûr, enfin en tout cas les alertes sur l'écran fonctionnent, mais quand vous prenez un sub, il y a la petite manchère qui se déclenche normalement et qui souffle dans le cou de Nicolas. Si j'étais pas là ces dernières semaines, c'est parce que j'ai pris froid. C'est parce que tu as pris froid. Ouais, ça va être non, allez-y là. Parce que attendez, parce que là j'ai coupé. Ça commence. J'ai coupé le mien, je vais le relancer, hop, voilà, et normalement, si jamais il y a quelqu'un. C'est le printemps, il commence à faire chaud. Ouais, si quelqu'un sub, je pense que ça devrait fonctionner. Hop, je vérifie juste, ouais, normalement tout est ouvert, donc ça devrait marcher. Voilà, bon bref, on verra. Voilà, que dire d'autre que vous avez aussi la page Patreon, la page Hello Asso, vous pouvez utiliser pour nous soutenir. En fait, vous prenez une sorte de petit abonnement qui nous revient. Et derrière, on vous propose aussi du contenu spécifique, rien qu'à vous. On va se faire des visios privés entre membres de Patreon et pourquoi pas même avec des invités. C'est en maturation. En tout cas, ceux qui nous soutiennent sur Patreon, il n'y a pas de raison. On leur donne des petits trucs supplémentaires et c'est bien normal. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui. Les réseaux sociaux aussi, on est sur tous les réseaux sociaux. Comme ça, ceux qui voudraient savoir le programme, vous pouvez l'avoir chaque semaine. C'est l'hélice derrière qui se met en route. Ouais, non, celle-là, il va falloir attendre un peu. Ouais, chaque chose en son temps. Je vais m'écarter. Je peux la démarrer à la main, je l'ai déjà fait. J'ai déjà démarré un avion à la main. Mais bon. Ouais. Bah oui, moi aussi. C'était des 112, là, je me souviens. C'était comme en 14-18, là, c'était bien rigolo. Alors, il faut faire attention. Avant de démarrer, ce que je vous propose, les amis, c'est déjà de déposer le plan de vol. De quoi allons-nous parler ce soir? On le voit tout de suite ensemble. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Alors, il va arriver à ta droite, attention. Chaque fois je me fais assommer là. Alors, exceptionnellement ce soir, il n'y aura pas d'actualité du terminal, mais il va y avoir un petit truc spécial sur l'histoire de l'aviation avec Nico, qui a bien travaillé, et il va vous présenter un petit sujet assez sympa. On peut dire déjà où on attend juste après? Non, je vais faire l'intro, et puis vas-y. Ok, il va faire l'intro juste après. Ensuite, c'est la séquence... J'ai quand même pensé à une petite mise en scène, quoi. Enfin... Un déguisement? C'est du cosplay? Non, c'est pas du cosplay. Bon. J'aurais pu mettre le polo, mais je m'en sers pour dormir en ce moment, donc du coup... Mais c'est bien, c'est le polo de la zone, ça va. Au sol et en vol juste après, séquence que vous attendez, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Villemain, qui est avec nous ce soir. Pilote de chasse, plusieurs avions... Grande carrière, fondateur aujourd'hui d'une société qui s'appelle BA Mantry, dont il va nous en parler tout à l'heure, qui met les compétences développées d'un pilote au service des entreprises. Comment ça marche? En quoi ça peut intéresser les chefs d'entreprise? Parce qu'il y a plein de choses, on en parle tout à l'heure et vous allez voir qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être accessibles à tout le monde. Voilà. Par l'intermédiaire de profils comme Philippe. Ça va être très intéressant d'en parler avec lui tout à l'heure. Et puis, fin d'émission, vous connaissez le leitmotiv, foire aux questions, remise de gaz. On discute des dernières questions, on vous présente le programme du mois de mai qui va être très très riche. Et puis on se quitte comme ça, donc on est ensemble pour à peu près une grosse heure et demie, une heure de live. Une grosse heure de live. Jamais tu mets qu'on va manger après, non? Non. Ah bon? Ça, c'est entre nous. C'est private. C'est entre nous. Ah ouais. Allez, on va pas manger. On repousse le sommaire. Voilà. Et puis, je vous propose tout de suite d'attaquer. Tu veux faire ta petite intro? Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, Sébastien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une date qui s'est gravée dans le marbre de l'histoire de l'aviation. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, ceux qui sont avec nous ce soir, si je vous dis 21 avril 1918, je pense qu'ils vont savoir de qui je vais parler. Est-ce que vous avez déjà des idées dans le chat? Dites-nous, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle? 21 avril 1918. Là, j'ai une petite idée, mais
Bah, tu je l'as la sous les donnerai yeux. pas. Oui, non mais... Même sans l'avoir sous les yeux, la date... Alors là, ça me parle. déçoit, tu sais. J'étais pas né. J'étais pas né comme ça. On se croirait dans les grosses têtes, c'est quand tu poses une question, tu demandes au public et il n'y en a pas qui répond. Oh là là. Non mais je me demande... Heureusement que je suis là pour faire un petit retour. Sans déconner. Je me demande si on L'histoire- voit tous les messages du chat là. Parce que c'est bizarre. Je suis D'habitude, nul en il y a histoire. plus de Ah choses, bah et là, voilà, on voit va rien. remonter ta note là ce soir. Bon. Parce que là, j'ai l'impression qu'on voit que les VIP, que les... Philémon, on va lui remonter sa note en histoire ce soir. Tiens. Bon, bref. Ah, ça y est, voilà. on y arrive. Cynthia. Le baron rouge. Alors Cynthia. Il y a un as qui a disparu. Voilà. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça. Donc, c'est ça? Ouais, allez, on Bon. lance le bazar. Alors, on va savoir qui est le baron rouge alors. On va faire un petit peu d'histoire dans la Ouais. zone. La belle histoire de l'aviation, c'est aussi dans la zone aéro. Voilà. Bah, Effectivement, on va parler nickel. du baron rouge. Alors, qui était le baron rouge? Donc, le baron rouge était Manfred von Richthofen. Donc, c'est le militaire qu'on voit ici à gauche sur l'image. C'était un pilote allemand, prussien, qui est né en 1892 à Breslau, en Silésie. Alors, si vous me demandez où c'est en Pologne maintenant. La ville maintenant, c'est Wrocław. J'ai regardé un peu, alors ça s'écrit W-R-O-C-L-A-V, au cas où vous vouliez aller en Pologne voir la maison du Baron Rouge, elle existe encore. Enfin bref. Donc ici on le voit à gauche et on le voit avec toute sa famille à droite. Une C'est lui famille... qui est dans le fauteuil? Non, c'est son père, Albrecht, dans le fauteuil. Lui il est tout à gauche, ah oui, debout, avec un pansement sur la tête. C'était après sa blessure, j'en reparlerai tout à l'heure. À sa gauche c'est sa mère, Kunigunde. Voilà, avec l'accent. Ok. Son frère Lothar, son jeune frère Bolko et sa sœur Elisabeth. Voilà, donc une famille aristocratique. Donc on l'appelait le Baron Rouge parce qu'il tient ce titre de baron de sa mère qui était baronne. D'accord. Voilà, son père qui était assis était lui officier de cavalerie. Et c'est donc naturellement que Manfred entame une carrière de cavalier. D'accord, dans la cavalerie. Et je suis où là? Voilà. Dans la cavalerie. Ah ouais, à 11 ans. À 11 ans, il s'est engagé. Ah oui, bah oui. Pour sa carrière militaire. Une vocation. Ça rigolait pas à l'époque. Hein. À 11 ans, boum, allez. Et donc, il était dans le premier régiment de Ulan. Et donc, en 1914, quand la guerre éclate, il a 22 ans. Et donc, il est envoyé sur le front pour faire des reconnaissances, parce que c'était la principale activité de la cavalerie, c'était de faire de la reconnaissance. Donc il a fait des reconnaissances en Russie, parce que les Allemands à l'époque se battaient aussi contre la Russie. Et il a fait aussi des reconnaissances de cavalerie donc, en France. Mais comme la guerre, elle s'est figée dans une guerre de tranchées, du coup la cavalerie est devenue un peu presque inutile. Ouais. Donc du coup, comme Manfred voulait garder... voulait de l'action, mais ne voulait pas des tranchées, il y avait une nouvelle arme qui venait d'arriver, c'était l'aviation. Donc il a réussi à s'engager dans l'aviation. Et voilà, d'abord il a été observateur, donc là on peut passer sur la diapo suivante. Donc il était d'abord observateur, puis après il est devenu pilote de chasse. Et il a été recruté par le personnage qu'on voit ici à gauche, Oswald Bölke, qui est le père de la chasse allemande. Donc ce monsieur, Oswald Bölke, était en train d'organiser l'aviation de chasse allemande en 1915-1916. Et donc le Baron Rouge, on ne l'appelait pas encore à l'époque le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, a été recruté par Oswald Bölke. Donc il a fait partie donc, de la Jasta 2 d'Oswald. Et c'est là, donc au sein de la Jasta 2, qu'il a eu ses 16 premières victoires aériennes. Oui, il a attaqué direct dans le vif. Ah ben, voilà. Donc il y avait un mentor, hein, parce que Oswald Bölke... Tiens, j'ai pas vu, on salue Miss Dadou aussi qui est arrivé, qui nous fait signe. Bonjour. Et Oswald Bölke qui était devenu déjà un grand as de l'aviation. Hein. Et qui malheureusement mourra dans une collision avec un de ses coéquipiers, Boimeux je crois, et il avait 40 victoires, donc ce Oswald Bölke. Bon bref. Alors, Manfred von Richthofen, comme c'est un bon pilote et puis qu'il a pas mal de victoires, il est promu Rittmeister, commandant d'une escadrille, la Jasta 11, à Douai dans le Nord. Donc là, tu peux changer de... Voilà, donc Douai dans le Nord, c'est pas loin de Lille.
Donc là, j'ai réussi à retrouver une photo aérienne du terrain de La Brayelle à Douai. Une photo assez rare, hein, quand même. Donc il n'y avait pas de piste, c'était un terrain d'aviation. Alors c'était ce qu'on appelait des champs d'aviation. Donc c'est-à-dire que là, il n'y avait pas de piste. On prenait la direction du vent et puis on décollait face au vent directement, quoi. Donc en biais, en face, en travers, etc., etc. Donc Manfred von Richthofen devient commandant de la Jasta 11 et il fera de cette escadrille l'escadrille la plus crainte de l'aviation anglaise. Ouais. Parce que en fait, les Anglais, ils avaient cette partie-là du front, en fait, de Roye, de la ville de Roye, jusqu'à Ypres. Donc de Ypres jusque la mer, au nord, là, c'était les Belges. Et donc de Roye jusque Ypres, c'était les Anglais. Et puis après, les Français, ils avaient toute la partie de Roye jusque Belfort, quoi, hein, jusqu'en Alsace. Voilà. Donc, et en même temps, tu peux changer de diapo. Donc le voilà. À la tête de son escadrille avec ses pilotes. Il reçoit quelques jours après sa nomination, donc la médaille, la fameuse médaille pour le mérite, hein, la Blue Max comme on dit, la plus haute distinction prussienne pour les militaires. Et c'est là qu'il aura l'idée donc de peindre son avion en rouge. Il écrira dans son journal de guerre: l'idée de peindre mon coucou en rouge vif me traversa un jour l'esprit. Mon oiseau rouge s'imposait ainsi à tous les regards et même à ceux de mes adversaires. D'accord. Voilà. Alors, il y en a qui ont dit que c'était pour faire peur. Bon, c'est vrai qu'il a fait peur après. Oui. Ensuite, tu peux changer. Ensuite, donc avec ses pilotes, la Jasta 11, donc là, on le voit ici, donc Manfred von Richthofen est dans le cockpit de l'Albatros Détroit. Là, il est à Roucourt. Et avec ses pilotes, et notamment son frère Lothar, qu'on voit ici sur la photo à droite, qu'il a fait venir dans son escadrille, il provoquera une hémorragie de l'aviation anglaise. C'est ce que les Anglais appelleront dramatiquement le Bloody April, l'avril sanglant. C'est-à-dire que là, rien qu'au mois d'avril, Richthofen lui-même, tout seul, il a battu 20 appareils. Oui. C'est quand même pas mal, ça. Bon, vous êtes content en face. Donc voilà, donc c'était assez dramatique. C'était assez dramatique pour les Anglais, surtout que les Anglais, à l'époque, ils n'avaient pas trop d'avions. Donc c'était une vraie hémorragie. Et donc c'est au mois d'avril qu'il est devenu l'as des as de tous les aviateurs du front, que ce soit français, anglais, allemand, etc. Donc il y avait Oswald Bocke, mais qui s'est tué, qui avait 40 victoires. Mais sinon, début avril, c'était Georges Guilmer qui était l'as des as de tous les aviateurs sur le front. Voilà. Donc, non, je sais plus. Non, on est encore là. Donc, oui, donc Bloody April, il fait peur aux Anglais, il descend des avions. Donc, en fait, du coup, il fait peur à tout le monde, quoi. La Jasta 11 fait peur. Lui, Richthofen fait peur. Il devient donc l'homme à abattre. Et du coup, c'est là dont viennent les surnoms. Donc, on l'appelait le Petit Rouge, parce que petit avion rouge, un avion de chasse, c'est pas bien grand. Donc, le Petit Rouge, le Diable Rouge, bien sûr, hein, parce que il flinguait à tout va. Et c'est devenu donc le Baron Rouge aussi, The Red Baron en anglais, donc le Baron Rouge. Tu peux changer. Mais donc là, on le voit ici, donc toujours à Roucourt, hein, où il monte dans son cockpit, où il est équipé par ses aides. Et là, on le voit en vélo. Retour de mission avec son père, qui on le voit pas bien là sur la droite. Donc il descend de l'avion, il annonce à son père: bonjour papa, aujourd'hui j'ai descendu un Anglais. Et il y a son frère 2 minutes après qui atterrit, il dit: bonjour papa, j'ai descendu un Anglais. Voilà, ça se passe comme ça, la famille Richthofen. Voilà, il n'y a pas de ronde de jambes. Et donc ensuite, là, on peut changer, mais Manfred von Richthofen n'est pas invincible. Déjà, le 6 juillet 1917, il se fait descendre à Verviers, à la frontière belge, avec une blessure qui lui entaille le cuir chevelu jusqu'au crâne. Donc là, on voit la tête mandée. Donc il sera arrêté de vol pendant un bon moment, le temps qu'il guérisse. Mais bon, il y a certaines images, pour ceux qui s'intéressent un peu, il y a des images où on le voit, il y a un pansement sur le crâne, et on le voit notamment essayer un Fokker triplant. Parce que c'est là où, en fait, ils vont changer d'avion, donc de l'Albatros D5 qu'on voit sur l'image, ils vont passer sur Fokker triplant, et donc on le voit notamment, Manfred von Richthofen en train de s'équiper pour essayer un Fokker DR1 triplant, et on voit encore qu'il a un pansement sur la tête. Alors,
Il y a des questions là sur le chat, là, je vois, non? Non. Je vais chercher quand les Allemands ont acquis l'avantage de tirer. C'était sur les Fokker. Ouais, bah oui. Donc l'avantage de ça, c'était vraiment un avantage technique. C'était sur les Fokker E3. Donc là, pareil, ça s'est passé dans le Nord à Douai avec justement Bolke et puis Max Himmelmann, où Anthony Fokker avait réussi à avoir une technologie efficace, on va dire, de tirer à travers le champ de l'hélice. Alors que c'était un truc qui avait déjà été inventé par Roland Garros. Roland Garros y avait déjà descendu avec ce système-là, mais avec des mitrailleuses françaises qui n'étaient pas fiables en fait. Et Philémon dit que t'es trop fort. Hein? Philémon dit que t'es trop fort. Trop fort? Oui, tu réponds tout de suite. Ah bon. Et puis arrive ce 21 avril 1918, un jour comme les autres pendant la guerre, mais ce jour-là, Manfred von Richthofen ne reviendra pas de mission. Donc, alors qui a tué le baron rouge? On ne sait pas, parce qu'il était devenu très célèbre sur le front. Donc là, on voit son triplan rouge. Et en fait, il collectionnait les numéros de série des avions anglais qui descendaient. Ah ouais. Et il les affichait comme ça. Il a récupéré donc un moteur Leron qu'il a transformé en lustre pour éclairer une chambre chez lui. C'est une déco comme une autre. Et alors donc ce 21 avril, donc c'est pour ça j'en parlais aujourd'hui, ce 21 avril, Richthofen ne reviendra pas de mission. Alors qui a tué ce baron rouge? Alors je ne sais pas si dans le chat ils savent, mais bon c'est vraiment un mystère depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui encore. Donc là tu peux changer de 21 avril 1918. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu peux changer. Donc on va voir donc les acteurs. Alors là je vais vous raconter un peu la journée de comment ça s'est passé. Donc les acteurs, on voit Manfred von Richthofen, voilà, la victime. Voilà. Il y aura aussi donc un rôle joué par Wolfram von Richthofen, donc qui est le cousin de Manfred. Donc il a fait venir dans son escadrille Yasta 11. Ensuite Arthur Roy Brown, donc qui est le commandant du squadron 209. C'est un squadron canadien, d'accord. Ensuite, on aura Wilfried Wapme du squadron 209, qui est un ami d'école de Roy Brown, donc ils se connaissent très bien. Voilà. Ensuite, on aura donc le rôle joué par Robert Buy et Snowy Evans, qui eux sont des mitrailleurs australiens. Je reviendrai tout à l'heure parce que c'était les Australiens en fait qui occupaient cette partie du front. Et le dernier acteur, ce sera le sergent Cedric Popkins, qui lui aussi était mitrailleur dans le 24e régiment australien. Ils étaient... Voilà, donc c'est... Les avions. Les avions maintenant. Donc là on reconnaît donc, le Fokker triplan pour les Allemands. Il n'était pas en rouge pour le baron rouge. Il était armé de 2 mitrailleuses Spandau synchronisées, un moteur en étoile de 9 cylindres, rotatif, Ober-Russell, qui est une copie du Leron 9 de 110 chevaux français, en fait. Ensuite, en haut à droite, donc, on voit le Sopwith Camel, 2 mitrailleuses Vickers de 303. On les voit. Alors 303, c'est le comment on dit, le calibre. Le calibre des mitrailleuses qui correspond à peu près à 7 mm. Et en dessous, donc, on voit aussi, il y aura un rôle qui sera joué par des avions de reconnaissance de l'armée de l'air australienne, donc l'Australian Flying Corps, l'AFC. Et donc là, on voit il y a un Royal Aircraft Factory et pas un Royal Air Force, c'est la Royal Aircraft Factory, un RE-8. Donc sur le Camel, on a un Bentley BR1. Ensuite, le secteur, donc, où ça s'est passé exactement? Alors, ça s'est passé près d'Amiens. Alors, vous reconnaissez, donc, j'ai marqué donc, la ville d'Amiens, la ville d'Albert, la Somme, d'accord, qui serpente comme ça. Et puis, donc, de Albert, là, on voit le trait sombre, là, c'est la ligne de front entre donc, les Australiens, les troupes australiennes et les troupes allemandes à droite. Il y a Corby. Donc là, on va dire c'est le gros village de là où ça s'est passé, en fait. Villers-Bretonneux, qui est assez célèbre aussi dans l'histoire. Donc on va passer à la suite. Alors, donc que s'est-il passé? Au petit matin,
quand les pilotes des deux camps se lèvent, il y a de la brume. Donc on voit la Yasta 11 qui est basée à Capi, voyez. Donc à droite. Et, voilà, à droite. Et donc on a le squadron 209 qui est basé à Bertangle et les avions de reconnaissance, les RE8, qui sont basés à Poulainville, qui est juste à côté de Bertangle, en fait, un champ juste en face de l'escadron 209. C'est pour ça que tu as mis 2 pastilles. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 2 pastilles. Okay. Donc que s'est-il passé? Donc le petit matin, il y a de la brume, une brume de printemps, comme on peut voir. Comme j'ai vu, parce que j'étais dans le Nord il n'y a pas longtemps, comme j'ai vu dans le Nord, c'est une brume de lapin, pas très épaisse, là, qui dépasse pas le clocher des églises, mais qui bouche la vue. Les pilotes, ils se lèvent et puis ils voient ça, donc du coup ça décolle pas. Et puis ils attendent, donc les départs seront retardés. Et là où ça se découvre, est-ce que là c'est revenu? ah, ça a l'air d'être revenu. Ouais, ça a l'air d'être revenu. Je sais pas pourquoi. Alors, j'en étais où? Là, ça doit être bon, là. Ouais, c'est OK. C'est OK. Alors, j'en étais où? Bon, voilà. Le Hamel, ils attaquent le Hamel. Ils attaquent le Hamel. Donc, donc les avions de reconnaissance sont envoyés, donc ont pour mission d'aller sur le petit village de Le Hamel, donc sur le front, pour aller prendre des photos des tranchées. En même temps, les avions canadiens du 209 Squadron sont mis en route. Ils s'élancent sur l'herbe et décollent direction sud-ouest. Leur mission, bien sûr, protéger les avions de reconnaissance du 3e escadron de l'Australian l'Australian Flying Corps. Je vais arrêter de le dire comme ça, j'ai marqué AFC. RAF. AFC. OK. Alors de l'autre côté, chez les Allemands, voilà, donc là on voit le 209 qui part aussi dans le même secteur. Alors de l'autre côté, chez les Allemands, à Capi, le soleil a percé, la brume se dissipe, les Fokkers sont préparés. Il est 9h30. Alors, ils n'avaient pas la même heure, donc 10h30 pour les Allemands, mais 9h30 pour les Anglais, donc je vais parler en heure anglaise. 9h30, le Baron Rouge donne ses instructions à ses pilotes, notamment à Wolfram, qu'on a vu tout à l'heure, donc le cousin, qui venait d'arriver en escadrille, et en lui disant, tu restes au-dessus de la mêlée, s'il y a de la bagarre, tu restes au-dessus de la mêlée, surtout, tu ne plonges pas là-dedans, comme ça, il est inexpérimenté, il ne veut pas non plus le mettre en danger. Lorsque le téléphoniste arrive, en déclarant il y a des avions anglais qui sont sur le front. Donc pour le bois de combat, on monte dans les Fokkers, on démarre les moteurs et les triplans donc, décollent du terrain de Capi. Donc c'est le Jagdgeschwader 1, j'allais dire Heinz, mais bon, 1 ça marche aussi, de Richthofen, donc qui comprend les Yasta 4, 6, 10 et 11. Donc la 11 c'est celle du Baron et elle est renforcée par la Yasta 5 qui eux sont équipés d'Albatros D5. Donc je ne les ai pas mis ici, mais bon, en tout il y aura 25 appareils de chasse allemands qui seront en l'air à 3000 mètres d'altitude, donc ça fait 10 000 pieds, donc en formation de combat pour venir embêter les Anglais, on va dire. Ouais. Donc on va zoomer un peu. Voilà, donc on va zoomer un peu sur cette zone-là de Corby et puis Sailly-le-Sec. Donc la rencontre se fait, qu'est-ce qui se passe? Les premiers combats, donc des triplans aperçoivent les 2 avions de reconnaissance RE8 en pleine mission de photographie. Donc ils plongent et attaquent, donc 2 triplans. L'un des mitrailleurs du RE8, donc ils se défendent, il y a une mitrailleuse à l'arrière sur l'avion. Donc, donc le mitrailleur tire sur un triplan, le triplan plonge, et donc le deuxième triplan, il abandonne le combat, il rentre chez lui, et donc un des RE8 revendiquera, de retour à sa base, il revendiquera avoir abattu un triplan rouge. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était celui de Richthofen ? On ne sait pas. Est-ce que c'était effectivement Richthofen et comme il se faisait tirer dessus, finalement, il s'est échappé pour revenir plus tard. Voilà. Ça se peut que ce soit Richthofen, il s'attaquait aux avions de reconnaissance assez facilement. Donc bref, est-ce que c'était Richthofen ? On ne sait pas. Pendant ça, là, les camels arrivent.
et se bagarre contre donc, ces 25 avions de chasse allemands. La grosse bagarre s'engage au-dessus de Cerisy, d'accord, entre les escadrilles du Baron, la Yasta 5, et les Camels du 209 Squadron. Ça tire de partout, les avions tombent. Une vraie marmelade. Je ne sais pas si on dit ça. Peut-être. Une vraie marmelade. Pendant ce temps, toute cette marmelade d'avions agressifs se retrouve poussée par le vent d'Est. Donc toi, tu peux mettre la photo suivante. Donc il y a un petit vent d'Est qui pousse... parce que les avions, bon, ils s'enroulent. Hein. Ils sont l'un derrière l'autre, tout ça. En plus, ils descendent. Ils ne regardent pas où ils sont. Ils ne regardent pas. Voilà, donc, voilà, ils se laissent pousser par le vent. Et ils se retrouvent donc au-dessus de Sailly-le-Sec et se rapprochent des lignes australiennes. Vous voyez la ligne de front. Donc ils se retrouvent au-dessus de Sailly-le-Sec. Au-dessus de tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? En observateur, il y a Wilfred May. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Wilfred May. Donc c'était le copain de Roy Brown, d'accord, du squadron 209. Qui est au-dessus, qui lui, son premier combat aérien, il l'avait eu la veille. Donc il est tout jeune aussi dans l'activité. Donc il est au-dessus parce que Roy Brown lui avait dit de rester à l'écart, d'observer. Donc il est au-dessus. Par contre, malheureusement, par contre, en fait, il voit un triplan qui, pour lui, est une cible facile. Donc il attaque, il y va. Et en fait, ce triplan facile, c'est le triplan de Wolfram, le cousin de Richthofen. Les deux avions plongent, mais tirent dessus, mais ratent. Wolfram réussit à s'échapper de la bagarre et retourne sur Capi, comme son cousin Manfred von Richthofen lui avait conseillé. Par contre, Wilfred May, dans son élan, il se retrouve en plein milieu de la bagarre avec tous les autres avions. Et là, donc, comme von Richthofen, il surveille du coin de l'œil quand même son jeune cousin, et il s'est attaqué à l'avion au camel de Wilfred May. D'accord, donc il a commencé à le poursuivre. Donc on va passer sur la photo suivante. On zoome un peu. Voilà. Donc alors comment ça s'est passé? Donc Roy Brown cherche son ami, et à qui il avait conseillé de ne pas participer à ce genre de combat. Il aperçoit alors à très basse altitude, juste au-dessus de la Somme, le camel de Wilfred May. Il se dirige vers les lignes. Bien sûr, il essaye de rentrer chez lui. Mais derrière lui, le triplan rouge. Roy Brown, donc on voit ici l'avion au-dessus. Roy Brown plonge. D'accord. Wilfred May descend sur la Somme. Voilà, tu peux changer de... Oh, ah non, j'ai été trop vite. On est là. Voilà, donc ici, Wilfred May, donc toujours, il descend à très très basse altitude, poursuivi toujours par le Baron rouge. Au fond de la vallée, donc vous voyez, il y a le canal de la Somme, là, donc il est à la hauteur des arbres, et il se rapproche donc des lignes australiennes. Brown se place derrière, il fait une passe sur le triplan, voilà, donc on le voit tirer, donc il fait une passe sur le triplan, mais emporté par son élan, par sa vitesse, il le dépasse et dégage dans un virage à droite en montant pour essayer de revenir vers lui après. D'accord, on est là, donc les mitrailleuses au sol s'en mêlent. Donc comme ils sont à très basse altitude, au-dessus des tranchées australiennes, là il y a un avion allemand, donc tout le monde commence à tirer au fusil, à la mitrailleuse, etc., etc. Donc pendant ce temps, le triplan s'est rapproché des mitrailleuses australiennes, toujours en chasse de Wilfred May, et au sol ça commence à tirer. Buell Evans, la 53e batterie, donc on voit en haut, eux ils attendent donc ils voient les deux avions arriver sur eux, et ils attendent que Wilfred May dégage en fait pour pouvoir tirer sur l'avion allemand. En même temps, Popkins, bien placé au niveau du triplan, tire aussi. Le Baron rouge entame un virage à droite. Et on peut changer. Donc là, il y a Popkins qui tire. Voilà. Alors Popkins, Baron rouge, là, il s'aperçoit en fait qu'il est en train de faire une belle connerie et qu'il serait peut-être temps de faire demi-tour. Donc il fait demi-tour. Tu peux changer de diapo. Donc là, Popkins, le sergent Popkins, lui, arrive toujours à suivre le triplan et continue à tirer dessus. D'accord. Donc l'avion fait un soubresaut, il s'incline à droite et vient s'écraser donc dans un champ juste en face d'une briqueterie. Donc cette briqueterie qui existe encore, on peut y aller. Et il y a une plaque commémorative, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc l'avion se crache, presque intact, et il y a juste le train d'atterrissage qui s'est effacé. D'accord. Les premiers soldats arrivent près du triplan. Le pilote ne serait pas mort apparemment, d'après ce que j'ai lu dernièrement. Ses derniers mots auraient été caput.
Ah oui. Ça veut bien dire ce que Mais ça bon. veut dire. Ou En même temps, peut-être- voilà, il résume bien la situation. Voilà, il a bien résumé la situation. Donc voilà. Et on s'aperçoit très vite donc que c'est le Baron Rouge qui a été descendu. Alors qui a tué le Baron Rouge? Donc là, bah, je vous laisse à vos opinions. Hein, Soit qui le a tué le Baron? mitrailleur, Alors, soit le mitrailleur arrière du RE8, voilà, soit Roy Brown. Est-ce que c'est Roy Brown dans sa passe, voilà, qui a fait une passe en mitraillant le Baron Rouge? Est-ce que c'est Buie et Vance qui ont tiré aussi vers le triplan, ou est-ce que c'est Popkins qui était bien placé avec sa mitrailleuse Vickers? On ne sait pas. Manfred von Richthofen sera emmené dans une tente et examiné par des médecins. Donc là, il y a sa photo sur le truc. Donc il sera enterré dans le petit cimetière du village de Bertangle avec les honneurs militaires. Alors un truc que je suis tombé dessus hier, si vous voulez voir le film de l'enterrement de von Richthofen, donc là Julo, si tu peux mettre le lien. Julo peut mettre le lien dans le chat, il y a un film là-dessus. Alors faites un copier-coller, puis vous allez voir à la fin de l'émission, les copains. Ouais, voilà, merci Ça sera Julo. mieux. Donc là, vous avez le film, hein, vous avez et vous allez voir, donc on va passer à la photo suivante. Vous allez voir que l'avion de von Richthofen a plus subi des dégâts par les collectionneurs de souvenirs que par le crash lui-même. Il s'est fait piller. Hein, ah bah, il s'est fait piller. Hein, donc ils ont décollé la toile, ils ont découpé les croix, la dérive, les croix de fuselage, les croix d'aile, etc., etc. Donc là, c'est une des croix qui a été découpée dans le fuselage. Et donc vous pourrez voir donc ça dans le film avec l'enterrement. Alors on voit les soldats australiens, ils ont leurs fusils comme ça. Et en fait, ils font le geste de replier leurs ailes en fait, sur leurs fusils. Donc vous verrez ça. Voilà, bah, tu peux passer sur la photo suivante. Donc le 21 avril 1918, un pilote est mort. Hein, comme il y en a eu beaucoup d'autres, 14-18. Il avait 25 ans. C'est pas énorme, hein, 25 ans quand même. Manfred von Richthofen avait ce jour-là enfreint quelques-unes de ces règles qu'il imposait en fait à ses pilotes. Ah oui, mais ça. Tu vois Par exemple, ne pas continuer une attaque infructueuse, donc c'est ce qu'il a fait en poursuivant, en continuant, en s'obstinant à poursuivre Wilfred May. Voilà. Ne pas aller au-delà du front dans les lignes ennemies, c'est ce qu'il a fait. Et ne pas voler trop bas pour éviter les tirs du sol. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Bon, à partir de là, quand on ne respecte pas ses propres principes, Ça finit mal. il peut y avoir des ennuis. Et donc ça a été le cas, il s'est fait tuer donc, ce 21 avril 1918. En 1921, son corps sera rapatrié en Allemagne. Alors, je suppose que tout le monde est au courant que le Baron Rouge, rien que le nom, est très 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 connu. C'est devenu une légende. C'était déjà une légende de son vivant, hein, parce qu'il faisait peur aux Anglais. Hein, donc, je ne vous imagine pas les unes des journaux en Angleterre, c'était un peu la fête partout. Et c'est pour ça aussi que tout le monde s'est rué pour dire non, c'est moi qui l'ai eu. Quoi. Ouais. Hein, donc, cette légende perdure encore aujourd'hui. C'est devenu une icône de l'histoire de l'aviation et c'est aussi devenu une icône de la culture populaire. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur lui. Il y a des jeux vidéo qui sont sortis sur lui. Il y a des jeux de société. Il y a des jouets. Des pizzas. Des pizzas Red Baron. Et oui, j'ai trouvé ça. C'est incroyable. Des figurines. Voilà, genre Action Joe. Et puis son célèbre adversaire, hein, c'était Snoopy. Ah oui. Aussi, célèbre adversaire toujours malheureux du Baron Rouge. Voilà. Voilà pour ce petit exposé. Alors, Bon, voilà. J'espère que ça a été. Alors, je vais vous conseiller quelques livres. Si je vous conseille un livre, c'est celui-là. Ah, attends, on va repasser en caméra. Hop, on va faire ça. Tac, voilà. Alors ça, c'est vraiment le livre à lire sur le dernier jour du Baron Rouge. Il y a tous les témoignages, tout ça. Ça se lit comme un roman policier, en fait, comme une enquête. C'est très bien fait. Ensuite, vous avez ce livre-là. Donc là, c'est un livre un peu plus technique. Hein, donc, il y a, Le dernier vol, c'est ce que tu expliquais en gros. voilà, donc il y a avec les des schémas. photos aériennes, il y a des objets. Alors, il y a aussi, je vais vous montrer ça. Donc, il y a des rapports balistiques sur les balles. Il y a. Alors, c'est où? Voilà. Ah oui. Voilà, c'est là où il a été touché. Hein, donc, il a été touché sous le bras à droite et c'est ressorti en dessous de son sein gauche. Voilà, donc il y a eu des études de fait là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, c'est le journal de guerre de Richthofen. Donc c'est l'original. Tu l'avais envoyé, non? Ouais, il me l'avait envoyé. Ok. Tu vois, il a dédicacé là. Tu vois. Ah oui. Bon, c'est en allemand. Hein. Je lis pas l'allemand. Mais c'est introuvable ça?
Alors, non, parce qu'en fait, là où je l'ai acheté, il y en avait deux. Ah bon, bah il y en Il y a en avait deux. Alors, regarde. J'ai un copain qui l'a aussi, c'est en allemand. Mais tu Alors, comprends allemand non, en plus, c'est du gothique. Hein. Oh voilà. Il y a que... À mettre d'urgence sur cette Voilà, table de il chevet. y a que Paul Prébois dans le grand restaurant avec De Funès qui peuvent lire, écrire le gothique, tout ça. Mais sinon, dans les années 20 ou 30, je ne sais plus. En fait, donc le journal de Richthofen, donc capitaine aviateur de Richthofen, le Corsaire rouge, 1914-1918, ça a été traduit en français. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous connaissez un peu sa vie. Puis après, bah, il y a d'autres bouquins. Donc celui-là, je l'ai vu sur le truc. Donc là, c'est un peu, ça retrace sa carrière, en fait. Hein. Depuis le début jusqu'à la fin, en fait. Hein. Ben voilà, vous avez une bibliographie Voilà. complète sur le sujet. Merci Nico. Bah, j'espère que j'ai été clair. Bah, je bafouillé quelques fois, mais bon... Voilà, on salue Vince, on salue À tes souhaits aussi qui est arrivé. Bonsoir à vous. Évidemment, pour celles et ceux qui suivent l'émission, vous le savez, en replay, vous pourrez resuivre cette histoire dans 15 jours à peu près sur YouTube, bien évidemment. Et donc, vous pourrez faire votre propre enquête, votre propre opinion si vous lisez ces livres-là, et puis voir un peu... Il y a pas mal de documentaires. J'ai vu un documentaire... les mecs, ils étaient venus avec des appareils laser donc à Corbie, là, pour tirer sur un DR400 qui avait reproduit en fait la trajectoire du triplan. Et donc, avec le laser, ils essayaient de viser l'avion, tout ça, pour savoir... de refaire la simulation, en fait. Pour resimuler un peu le combat, quoi, et puis pour savoir qui vraiment avait tiré. Donc, je vous laisse regarder ça, trouver ça sur YouTube, et puis... Voilà. Et puis voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, cette histoire un peu dramatique quand même. Mais c'était un petit clin d'œil à l'histoire surtout aussi. le début d'une légende comme le Baron Rouge, quoi. Ok. Ouais. Bien, eh bien les amis, merci pour cette page donc historique dans la zone aéro. Et puis tout de suite... Du coup, ça m'a mis une petite question là, pour notre invité. Ah, ok, bon voilà. Justement, on parlait, on va dire, de procédures, de chasse, qu'on applique, qu'on demande d'appliquer, qu'on peut appliquer aussi aux civils, et pourquoi pas le militaire qui se transfère aux civils. On va parler dans un instant, puisque la séquence au sol et en vol de ce soir est consacrée à Philippe, qui vient nous voir, ex-pilote de chasse, sur plusieurs avions, il va nous en parler, fondateur de Beamantry, qui est une société qui... Il va nous l'expliquer, permet de donner des petits conseils aux entreprises. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous poser cette question. Mais pourquoi, en quoi un pilote de chasse pourrait m'apporter des choses? Eh bien, à mon avis, plus de choses que vous ne le pensez. On va retrouver tout de suite Philippe. C'est la séquence au sol et en vol de la zone aéro de ce soir. Au sol et en vol, voici le thème de l'émission du jour. Et il est là. Salut Bonsoir Seb, Philippe. salut Nico. Bonjour Philippe. Est-ce que... Alors déjà, on va faire un petit test son. Ouais. Et on va vérifier qu'on t'entend bien. Eh bien je parle. Eh ben oui, Et je normalement ça m'entends doit tout à moi, fonctionner. ça, c'est sûr. Donc dites-nous déjà si si le son est bon. Bonsoir Philippe. Je vous dis à tes souhaits. Parfait mon Tsuko. Ah puis Ouais, il y a de l'espionnage là ce soir. Là. Ouais, D'accord, c'est ok, ça. ok. C'est ça. On entend Du Philippe. private joke, comme on dit. Ouais. Bon, avant de démarrer, déjà merci d'être là. Philippe, parce que tu es venu de Lyon, donc tu t'es tapé la route pour être présent ce soir. Donc voilà, Tom Jag. Voilà. Je connais pas. Parce qu'il y a qui est là, Mademoiselle H qui est là, on t'entend. Ouais. Bon, bah voilà, il y a tout le monde qui arrive et qui te salue. Avant de démarrer la séquence, comme d'habitude, on va faire une petite minute de présentation. Allez. Donc voilà, on met le qui petit es-tu chrono et en une minute, faire un petit point sur ta carrière pour que derrière on attaque le vif du sujet. On y croit? On y croit. Allez. Allez, c'est parti. Eh ben c'est parti. Eh ben Philippe, déjà je suis super content d'être avec vous. Philippe Villemain. Ma carrière en quelques mots. Passionné d'aviation, à 13 ans, je me retrouve les fesses dans un planeur et depuis l'âge de 13 ans, ça ne me quittera plus. Je rentre dans l'armée de l'air en 1997. Ma carrière elle est décomposée sur Mirage 2000C, RDI, défense aérienne à Cambrai. Puis ensuite je bouge un petit peu, on en reparlera. Je passe sur Rafale en 2007 avant de faire quelques petites années d'état-major et je quitte en 2015 l'armée de l'air pour me consacrer à l'entrepreneuriat et l'accompagnement d'entreprise. Bah dis donc, il te Ça reste fait 20 combien de secondes. secondes? Il me reste 20 secondes. 25 secondes. Non, moi j'ai trop parlé, ça y est, c'est bon. Eh ben, écoute, voilà. Ben, je crois que c'est le record en temps. Ouais, alors c'est marrant parce que 97, 2015, c'est quand même une longue carrière. Hein, mais voilà, Ouais. Non, il y a quelques petits À détails 36 qui ont été secondes. omis, on va dire. Mais bon, Ah. c'est volontaire. Ah ouais.
D'accord, ok. Alors hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer comme ça. Voilà. Et logiquement, là, c'est bon. Bien. Ben, Nico, tu voulais commencer Ouais, alors, bah, voilà. Donc, j'ai appris que tu étais passionné d'aviation et que, donc, tout jeune, 13 ans. Ouais. Et donc, jusque 13 ans, jusque la première fois où tu as mis les fesses dans un avion, comme tu dis. Comment tu vivais cette passion, alors ? Les revues, les films, les maquettes, faut toujours que je sorte les maquettes. Hein. Ouais, j'ai deux manières de répondre. J'ai une manière de répondre qui est dans le moule, et j'ai plutôt la vérité. La vérité, c'est que... on veut la vérité. Alors, on va sur la vérité. Alors, la vérité, c'est que l'école me passionne absolument pas à cet âge-là. Mais quand je dis me passionne pas, c'est que ma seule motivation, c'est de dessiner des avions de combat. Je me souviens très bien, en CM2, je dessinais un F-14, le fameux F-14 de Top Gun. Exactement. Oui. T'avais déjà vu Top Gun à 14 ans ? Bon, en tout cas, le F-14, je l'avais vu dans mon livre. Je me souviens d'un vidéo, il y a le livre, je l'avais ouvert. Mach 1. Non, c'était pas Mach 1, la revue Mach 1. Non, c'était un livre, c'était vraiment un livre. Ouais. Mais bon, et voilà, donc c'est ce qui me tire en fait. Et voilà, alors à cet âge-là, je suis persuadé qu'un jour je pourrais faire du F-14. Bon, rapidement, j'ai compris que non. Et puis après, bon, il y a quand même un mélange de choses qui font que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir un papa qui était dans l'aéronautique. Voilà. Il a fait la latte, puis petit à petit il a gravi pour devenir pilote de ligne. Et je le remercie ce soir, même s'il n'est plus là, mais voilà, de m'avoir permis en tout cas de rejoindre les cockpits. Et bien initié, quoi. Une pensée à lui. Ouais, une grande pensée à lui. Attention, hein, ado, le père, autant te dire que quand il essayait de me filer quelques conseils dans un cockpit, je l'envoyais bien balader, c'était pas possible, mais bon, voilà. Oui, parce que c'est quand même passé par une école pour apprendre à piloter. C'est ça, exactement. Donc, et puis voilà, et puis écoute, le planeur, je trouve que c'est une école extraordinaire. Ouais, donc t'as commencé par le planeur. Ouais, j'ai commencé par le planeur. D'accord. Tom, mais du coup... je l'enregistre, hein. Je la mets de côté, cette question-là. Ouais. Ah oui, non, je l'ai vu. Ouais. Je lui expliquerai, il ne connaît pas la vie, Tom, mais voilà. Mais voilà, donc écoute le planeur au début. Alors, attention, là, ça va faire peur pour ceux qui font du planeur, ou en tout cas qui ont j'ai commencé sur Bijave. C'est un planeur bois et toile, alors vraiment les tubes. On a des tubes acier avec une toile qui le recouvrait. Et le javelot était la dérivée monoplace du Bijave. Voilà, alors c'était vrai affaire à repasser en termes de finesse. Tu faisais ça où ? Je faisais ça à Laval, dans le nord-ouest, près de Rennes. D'accord. Je suis né là-bas. Et puis voilà, puis après j'ai eu la chance de passer du planeur, j'ai fait un petit peu d'avion en aéroclub, et j'ai eu encore plus de chance quand j'ai pu commencer la voltige aérienne avant d'entrer dans l'armée, chez Romeo Golf Aerobatics à l'époque, sur CR100. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc déjà, donc avant de faire l'armée, tu avais une très bonne expérience de vol. Une belle expérience. Est-ce que ça a été du coup facile, entre guillemets, finalement, parce que c'est pas évident d'atterrir. J'ai essayé de le cacher en arrivant dans l'armée, j'ai essayé de le planquer, de ne pas trop dire. J'avais alors le on va dire, je ne sais pas qui est-ce le on, mais on m'avait dit, voilà, n'en parle pas trop, dis que tu as un petit peu volé, mais j'avais quand même 500 heures de vol ou 600 heures de vol avant de rentrer dans l'armée, donc j'avais quelques heures, oui, évidemment que ça aide. Tu avais fait la voltige aussi ? Ouais, voltige, j'avais fait le championnat de France biplace, je m'étais arrêté là. Et puis j'avais un grand souhait de passer sur monoplace à l'époque, sur le câble 230, voilà, à l'époque, pour suivre. Si vous êtes sur Internet, il y a Xavier de Lapparent à l'époque, qui avait initié une toute nouvelle musique sur la voltige aérienne. Et donc, j'avais. Et puis par contre, j'avais quand même un rêve, c'était l'armée de l'air, pilote de chasse. Et donc, je me suis quand même ancré et focalisé dessus. D'accord. Et alors, nous, c'est là où on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés là. Voilà, comme beaucoup, comme Vince d'ailleurs, peut-être comme Tom aussi, enfin comme un certain nombre de personnes qui d'ailleurs sont souvent présentes sur le chat de la zone aéro. Voilà. La voltige aurait été quelque chose à vivre, nous dit à tes souhaits. Ouais, à tes souhaits, j'adore le nickname, c'est super. La voltige, c'est un truc extraordinaire, c'est une rigueur, et il y a un truc. Alors ça va peut-être faire bizarre parce que c'est peut-être pas. Alors il y a le pilotage de la voltige, mais il y a surtout quelque chose qui était complètement novateur à l'époque, qui était la préparation mentale. Je ne sais pas si vous voyez, mais avant une compétition ou même un entraînement de voltige,
Moi, j'ai été formé à fermer les yeux, à se répéter, on se répétait tout le vol seconde par seconde. Et vu de l'extérieur, je me souviens le nombre de moqueries qu'on avait, de personnes qui nous voyaient bouger, les yeux fermés, un truc vachement bizarre. Vous êtes par terre en train de marcher, et puis faire des gestes comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà, après, on sait que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus normalisé dans pas mal de sports, mais oui, à tes souhaits, oui, la voltige. Et donc, une méthode qui marche très bien finalement. Non seulement qui marche très bien, et puis on ne peut pas s'en passer. C'est impossible. Et bon, on a quand même été champion du monde pas mal de fois. C'est qu'on est quand même assez bon en France à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là. Et alors, donc du coup, je vais pas passer par l'école de. T'as fait quoi donc l'armée de l'air, l'école. Mais ta première fois dans un Mirage 2000, c'est le premier avion, c'est ça? C'est mon premier escadron de combat, mon premier avion de combat. Alors je suis rentré en 1997, même Dom qui est là, oui, lui aussi est un vieux. Mais on est tous des vieux. Ouais, Nous sommes tous des vieux. On essaie de s'en sortir. Et ouais, donc oui, par la filière européenne, par la filière élève officier du personnel aérien. Voilà, donc je n'ai pas fait l'école de l'air, je suis rentré par la filière européenne. Et puis pour répondre à ta question, à l'issue de Cognac, Tours, Cazaux, qui était le cursus à l'époque, qui n'est pas fait le même aujourd'hui. Sur Alpha-Jet. Sur Alpha-Jet, sur Epsilon d'abord, puis sur Alpha-Jet après. Et bien voilà, on a eu une orientation. Et pour la petite histoire, j'ai la chance, entre guillemets, dans les trios, d'avoir le choix entre Orange et Cambrai. On a un copain en commun, donc lui aussi, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, Mike. J'ai une grande pensée pour lui, qui est parti à Dijon. Et moi, j'avais le choix entre Orange et Cambrai. Bon, la logique, le soleil voulait que je parte à Orange. Et ben non. Pourquoi? Alors pourquoi je suis parti à Cambrai? Parce que l'avion, à l'époque, était un petit peu mieux. Parce que je sais pas, voilà, j'étais lancé. Et donc oui, j'arrive sur Mirage 2000C à Cambrai. Mais Cambrai, c'est la terre d'histoire de l'aviation quand même. Cambrai, c'est. Il n'a pas dit l'inverse. Non, mais c'est pour là. Il n'y a pas de honte à être dans la 12 à Cambrai. Voilà. On va afficher la photo de Tom qui était dans les tigres là. Comment on peut finir à 12? J'étais au 2-12, au grand de 12. Voilà, le 12 était pas mal, mais il n'était pas aussi bien que le grand de 12. Non. Et alors, donc, ta première fois dans un Mirage 2000. Alors, est-ce que tu as eu cette image de F-14 Tomcat, de ce que tu avais imaginé quand tu étais gamin? Petite précision, dans le cursus, on était lâché Mirage 2000, non pas dans l'escadron de combat, mais à Orange, qui était la formation sur Mirage 2000. Donc le premier vol en Mirage 2000, il y a beaucoup d'appréhension, pas de stress négatif, mais il y a le fait d'arriver sur un avion de combat. Donc oui, moi j'ai des souvenirs, j'ai énormément de souvenirs de mon lâcher à Orange. La première fois que je me retrouve seul dans un Mirage 2000C. Et t'as fait ton lâcher en Ardèche, dans les zones au-dessus d'Ardèche? Alors c'était à Orange, en dépôt d'Orange, voilà, c'est ça, exactement. Alors avec un truc qui était bien ficelé, voilà, on savait exactement ce qu'on avait à faire, mais ouais, un souvenir mais que j'ai encore aujourd'hui. Et là, on tombe quasiment dans l'émotion parce que c'est un rêve. C'est un objectif atteint. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte, à ce moment-là, je trouve, du chemin parcouru, on se rend compte que c'est pas facile. Un bonheur, un grand bonheur. C'est passé la ligne d'arrivée, mais après on continue à courir, quoi. Mais on a passé la ligne d'arrivée, il y a encore, après les débuts en escadre, il y a encore... Il y a encore une sorte d'examen, on va dire. Disons que, allez, je vais le faire de manière un peu triviale, mais en tout cas, quand tu es lâché sur Mirage 2000 à Orange, par exemple, c'était le cas, toi, tu avais l'impression, ça y est, d'avoir accompli un rêve. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans le système de l'armée de l'air et des escadrons de pilotes de chasse, en fait, tu n'as absolument rien atteint du tout et tu n'es qu'à là. Tu n'es même pas PIM, on reviendra peut-être dans les qualifications, tu n'es même pas PO, tu es encore moins sous-chef de patrouille et encore moins chef de patrouille. Donc, tout est relatif et rien ne s'arrête finalement. On est toujours dans un dynamisme. C'est le début, quoi. C'est de l'apprentissage de A à Z. C'est ça. Si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas à poser. Je pense qu'on a résolu les petits soucis d'écho. Il y avait de l'écho. Je pense que normalement, ça doit être résolu, vous nous dites. Et si vous avez des questions à poser à Philippe, n'hésitez pas à le faire. Que ce soit formation. Tu parlais d'émotions, justement. Mettre aussi des mots sur les émotions, ça peut être intéressant. J'ai une question par rapport à l'exposé que j'ai fait, là, 14-18. Parce que 14-18, en fait, ça a été la naissance de cette activité-là, de la chasse. En fait, donc ça a été... Les as comme Guilmer, comme Richthofen, ça a été les premiers, c'est pour ça qu'ils sont devenus célèbres de cette activité. Est-ce qu'en escadron, quand tu es arrivé à la 12,
Et après, qu'est-ce que vous avez hérité de quoi de cette période-là? Est-ce que vous avez hérité de quelque chose qui est resté un peu ou... Bah, les terres du... Alors là, c'est pas de l'humour, mais effectivement, les terres du nord de la France héritent dans l'histoire de l'aviation et de l'histoire tout court. Ouais. On hérite quand même d'un vivier, de quelque chose qui est enraciné. passé, Oui. ouais. Et puis on le voit, tu as parlé d'Albert. Ouais, Albert, ouais. Alors en parallèle, j'ai eu la chance moi, de voler sur des avions anciens. Albert. Albert, voilà. D'accord. Et on retrouve, donc oui, on hérite forcément de quelque chose. Après, soyons, je sais pas comment te le dire, mais il y a le quotidien qui ne nous plonge pas dans l'histoire, et il y a malgré tout, ces terres, qui sont là. Il y a toujours quand même quelque chose qui date de... Ouais. Ouais, On salue Derwell qui vient d'arriver avec 12 personnes, il fait de la simulation aérienne. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir à tous. Donc on est avec Philippe, ancien pilote de chasse, on a dit, 2000 Rafale, on est sur le début là de la présentation, puis tout à l'heure on va voir en quoi ses activités d'aujourd'hui, ses compétences de pilote de chasse, il peut les mettre au service des entreprises, c'est ce qui arrive juste après. Donc, le lâcher sur Mirage 2000, Cambrai, et puis les choses s'enchaînent derrière, conformément à ce que tu attendais. Mieux. En quoi mieux? Alors attention, je vais pas spoiler l'histoire, mais à tout haut, il peut y avoir un tout bas. Mais en tout cas, dans le tout haut, ça se passe mieux parce que ça fait beaucoup de jeux ce soir. J'aimerais bien poser des questions, mais c'est pas parce que c'est moi qui parle, donc c'est hyper compliqué. Mais on est dans l'échange, tu peux, si tu veux, il y a aucun... voilà. Avec le chat, avec nous, il n'y a aucun souci. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et pourquoi mieux? Parce qu'en fait, j'arrive à Cambrai, je suis PIM. Alors, PIM, c'est même pas la première qualification opérationnelle. C'est-à-dire que s'il y avait un conflit le lendemain, je n'étais pas à ce moment-là encore habilité à partir. On est encore dans cette période d'instruction, en tout cas de formation. Très peu de temps après mon arrivée à Cambrai, alors ça se compte en 1 ou 2 ans, eh bien il y a une prospection qui recherche des pilotes qui vont partir à Djibouti pour remplacer les Mirage F1 qui étaient en place depuis très très longtemps. Djibouti, une grande terre aussi, en tout cas dans l'histoire de l'armée de l'air française. Historiquement, il y avait beaucoup de chefs de patrouille, donc la qualif la plus élevée. Et puis moi, je postule, je lance ça. Je vais raccourcir, vous l'aurez bien compris, et j'ai énormément de chance finalement de pouvoir partir à Djibouti en tant que pilote opérationnel. D'accord, donc finalement tu es passé PIN. PIN, je passe pilote opérationnel à Cambrai. Dans la foulée, je pars à Djibouti en 2001. On est en 2001 à ce moment-là. Et on arrive avec des Mirage 2000C qui sont là pour remplacer les Mirage F1. Alors pas pile poil au même moment, mais en tout cas pendant 1 an, on vole avec les Mirage F1 sur place. Nous, on prend tout doucement nos marques. Et puis, je resterai 3 ans là-bas. Ah ouais, en fait, vous êtes aidé à l'adaptation par les pilotes de F1 qui sont déjà là-bas depuis un bon moment. Je vais incruster, je vais mettre quelques petites... comme ça on voit en même temps. Et comme ça on pourra commenter en même temps. J'avais plus de cheveux là déjà. Donc c'est un diaporama, c'est des photos que tu nous as envoyées, qui vont défiler au fur et à mesure. Et puis vous allez sûrement raccrocher. C'est après, c'est après Djibouti ça. Il est devenu instructeur donc à Tours. C'est ça. Et il y a quelques photos de Djibouti dedans. Il y en a quelques-unes aussi. On va les voir passer. Une période. Pour moi, c'est le summum. En termes aéronautiques purs, en termes de pilotage, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Il y a que des bons, presque que des bons souvenirs. On a subi un crash sur place, mais il y a eu, autrement c'est que des bons souvenirs. Et une super machine, un super terrain, des vols, pour un pilote de défense aérienne, ça plaira peut-être à Tom qui nous écoute. Là, moi j'étais pas habitué à voler en dessous de 500 pieds. Djibouti, j'ai appris à voler en dessous de 500 pieds légalement, bien évidemment. Jamais on aurait osé le faire différemment, mais voilà. Tiens, ça me fait penser à un truc, parce que ils avaient retourné des épisodes des Chevaliers du Ciel avec Thierry Redler, avec certains épisodes qui étaient à Djibouti. C'était pas pendant ta période à toi? Non, la période où j'y étais, moi, il y a eu le film... de Gérard Pires. Exactement. Ah oui, d'accord. Il y a des images qui sont tournées à Djibouti. Ah, d'accord. Et voilà, donc c'est exactement ça. T'as participé au tournage, toi? Non, j'étais sur place, mais j'ai pas participé au tournage. Il y avait des pilotes en fait d'Orange, je crois, qui étaient descendus à Djibouti spécialement. D'accord. Donc là, on te voit.
Donc là, tu es sur le dos, suppose. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, bon, je vous passe les détails, mais au niveau des zones et du contrôle aérien de Djibouti, autant vous dire qu'en 2001, c'était le néant. Donc on avait quand même beaucoup de liberté à la verticale. Ça, c'est sur Rafale. Quel genre d'exercice vous faisiez là-bas à Djibouti? Djibouti, on est arrivé dans un climat, moi je suis arrivé au mois d'août 2001, donc on est arrivé dans un climat, on va être très clair, d'accord de défense qui datait de 1977, si je dis pas de bêtises, entre Djibouti et la France. Ouais. Donc voilà. Dernier vol, ça? Lâcher Rafale. Ah, lâcher Là, Rafale. on est en 2007, ouais, sur celui-ci, voilà. Une grande pensée, voilà, je vais arrêter ce soir, parce qu'il y a beaucoup de pensées sur des personnes qui ne sont plus là, mais en tout cas, mais voilà, à gauche. Et voilà, donc ça c'est Djibouti, ça. C'est une manière aussi de leur rendre hommage. Exactement, oui. parce que sans eux, ils font partie complètement de l'histoire en fait. Seul, C'est ça. Rien du tout. Donc, En fait, tu étais tout jeune, hein, dis donc. ouais, Il n'y avait même pas de barbe. Je sais pas. Là aussi. 2001. Là, par contre, alors il y en a un qui avait vu l'objectif, mais pas l'autre. Ouais, mais il a du mal. Ouais, donc alors, il y avait des accords de défense avec Djibouti. Accord de défense, donc on arrive dans ce climat-là, mois d'août 2001, donc on arrive très rapidement au 11 septembre Ah oui, t'étais encore là-bas. 2001, et donc ça moi, arrivait. quand j'arrive, quelques semaines plus tard, eh bien, les tours du 11 septembre s'écroulent, et on comprend que ça va être un petit peu différent. Ouais. Ça l'a été un peu différent, mais on a quand même, soyons honnêtes, bénéficié du cadre djiboutien qui nous permettait quand même de faire énormément de choses. Les missions quoi? La défense aérienne toujours, mais de la défense aérienne avec quand même du tir air-sol, du tir air-mer, D'accord. avec des frégates ou d'autres bateaux de la marine nationale qui tractaient des cibles, et donc nous on était amenés à tirer dessus au canon par Parce exemple. que c'est un coin aussi, il y a des pirates, hein, comme il y a encore aujourd'hui. Hein, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Donc, il y a le détroit de Bab-el-Mandeb, ouais, c'est ça, et qui aujourd'hui on le voit, avec le Yémen, c'est un petit peu chaud. C'est un peu chaud là. En ce moment. Ouais. Et donc, principale mission, interception. Principale mission numéro 1, c'est protéger le volume djiboutien. Ouais. Et la réalité dans tous les jours, c'est vraiment un espèce, ça va peut-être faire sourire certains, mais avec un Mirage 2000C, quasiment un multi-rôle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit capable à la fois de défendre comme des tu positions disais, au sol, et de bateaux, défense aérienne, bateaux, voilà. D'accord. Ouais. Tu as eu des interceptions sérieuses, on va dire un peu... On a eu quelques interceptions, alors il n'y en a pas eu 36 000, mais il y a eu quelques interceptions, il y a eu des petits doutes, des interceptions. D'accord. Et c'est des avions quoi, alors russes ou... Alors c'était soit des missions, comment on peut le dire ce soir, soit des missions alliées de certains pays alliés, mais dont on n'avait pas forcément, nous, la connaissance, et donc on le découvrait d'accord. En arrivant, on va sur dire comme place. ça, voilà. Si, c'est eux. Voilà, c'est un peu ça. Vous auriez pu le dire, les gars. J'aurais pu le dire. C'est qui, c'est pourri? Mais c'est GG. Ah, je t'avais pas. Peut-être à Tomcat du l'USS Nimitz qui était dans les mers là-bas. Ouais, c'était US, mais voilà, bon, c'était voilà. Et puis après, il y a eu il y a quelques interceptions plus réelles, en tout cas, voilà. Il y a eu de la vraie menace maritime, alors pas autant qu'aujourd'hui, comme on le voit, c'est clair, mais en tout cas, il y avait quelques bateaux qui étaient hostile. Là, on voit un lâcher trottinette. Ouais. Oula. Mais j'en suis très fier de cette photo, tu sais pourquoi? Parce que c'était en 2002, ça. Et aujourd'hui, là, tout le monde a une trottinette électrique. En 2002, va avoir une trottinette électrique, c'était un truc précurseur. T'étais en avance sur le. Et là, t'as le Père Noël. Alors ça, pour la petite histoire, c'est toujours à Djibouti. Et donc à Noël, alors, mais ça rigole pas, en plus, je mettais en route le Mirage 2000, on quittait le hangar et on arrivait devant l'escadron, et devant l'escadron, il y avait tous les enfants des familles qui étaient là, et donc moi j'arrivais déguisé en Père Noël. Je suis pas sûr que ça se fasse encore aujourd'hui, que ça pourrait se faire. Mais voilà, donc j'arrivais vraiment en moteur tournant, je coupais le réacteur devant, je descendais, Le Père Noël arrive en Mirage 2000. T'imagines, il a changé de créneau. T'imagines en Père Noël, t'as le Mirage 2000, il est en train de faire son petit truc, tout ça, puis d'un seul coup, alerte, faut décoller tout de suite pour aller intercepter. Et t'y vas en Père Noël. Et t'y vas, C'est marrant. Donc que des bons souvenirs alors du coup. Ouais, que des bons souvenirs. Bonne expérience. Ça, pour moi, c'est si je devais choisir quelle est ma meilleure période, mon meilleur moment en tant que pilote dans l'armée de l'air, c'est clairement. Finalement, à Cambrai, t'es pas resté trop longtemps. Non, je suis pas resté très longtemps. Non, je suis pas resté très longtemps. Ouais. Après, Djibouti, donc retour Cambrai ou... Eh bien non, retour en tant qu'instructeur. D'accord, donc directement... ça se dit pas ça, mais j'ai essayé d'y échapper en essayant de mettre mes vœux sur Mirage 2000D, parce que j'avais l'idée de faire du Rafale, et je m'étais dit, si je fais du Mirage 2000 de défense aérienne, puis du Mirage 2000 d'attaque au sol,
j'aurais peut-être la chance de partir sur Rafale après. Bon, la réalité était tout autre, c'est qu'on m'a dit tu vas aller à Tours, et tu vas faire du monitorat à Tours sur Alpha Jet, voilà, pendant 3 ans. On est en 2004 jusqu'en 2007. Bah avec Vince peut-être. Bah oui, on s'est retrouvés là-bas avec Vince. Non, voilà, c'est ça. On est plusieurs à s'être retrouvés là-bas en fait. Hein. Et comment on est quand on est 84 instructeur Deadpool. pilote de chasse comme ça On On se remémore. Tu te remémores comment toi tu étais, donc du coup tu t'adaptes. Ouais, on se remémore. Pour pas. Je sais, c'est un sujet mais qui pourrait faire l'objet d'une émission entière. C'est quoi instructeur? Enfin c'est quoi? Parce que voilà, c'est pas seulement. On pourrait le faire avec Vince et toi, tiens, un de ces jours. Bah, il y a un vrai sujet. Ah ouais. Ouais. Alors c'est marrant parce que Il y a dans le civil aussi. Dans le civil, il y a des instructeurs qui sont pas tendres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense pas que j'étais très souple, mais j'ai toujours essayé d'être juste, on va après, dire. t'es- Voilà. oui, voilà. J'ai essayé, hein. Attention, Voilà. s'il y en a qui. Après, c'est bien, militaire, voilà. faut Mais, pas non plus ouais. être bisounours, hein. Faut faire les choses, quoi. Mais Ouais, il était ouais. redouté sur le tu chat, vois. mais qui attend Tsuku là. Ouais, non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, en fait. C'est passionnant de savoir comment transmettre certaines choses. Ouais. Ce qui est facile, c'est de casser. Ça, c'est facile. Hein. Mais Ouais. comment transmettre positivement Voilà. le vol C'est ça le secret. À quel moment dire, non, là, ça allait trop loin, là, on casse le truc. À quel moment on laisse aller une erreur et Ouais. jusqu'où on laisse aller C'est l'erreur. intéressant. Voilà, donc il y a énormément de choses, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Ouais, ouais. La pédagogie. La pédagogie, ouais. Et toi, en tant qu'instructeur, t'as appris quelque chose sur toi-même ou sur... Ah bah oui, tu apprends énormément sur... entre les premiers élèves que tu as et la 3e année, les derniers élèves que tu as, tu te dis, les premiers élèves, j'aurais pu agir différemment, j'aurais pu être plus pertinent, j'aurais pu être meilleur pédagogue, tu apprends sur toi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais quand tu étais pilote de chasse de manière, on va dire, automatique, même si c'est pas vraiment un bon mot, parce qu'il n'y a rien d'automatique non plus dans l'aviation, mais que tu as compris après quand tu étais instructeur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors quand tu es instructeur, alors honnêtement, quand tu viens du Mirage 2000 ou peu importe, Jaguar, je sais pas, mais en tout cas du Mirage. Allez, c'est gratuit, ça va. c'est offert. Alors ceux qui plantent les patates sur Jaguar, là. Non, j'ai un grand respect. Il le sait. J'ai un grand respect pour tous les pilotes de Jaguar, et voilà, mais ça m'empêche pas de dire un peu la vérité. Et voilà. Donc, mais non, quand tu viens du Mirage 2000, enfin peu importe l'avion de l'escadron de combat, tu arrives instructeur. Ça se dit pas comme ça, mais ça devient facile. Le vol est quelque part facile. Hein. Tu descends quand même d'un certain niveau en termes de complexité du vol. Et donc, l'énergie dont tu n'as pas besoin, toi, pour piloter l'avion, ou en tout cas pour la mission, eh bien, tu la consacres plus à l'environnement, à l'instruction, à la pédagogie. Entre guillemets, ça va moins vite, quoi. Et donc, du coup, ça va moins vite, c'est moins complexe. Moins complexe pour tout. Hein. Le système d'armes, la mission, voilà. Même pas j'écoute. Alors, cette question très intéressante de Philémon, si tu veux bien. Quelle est la qualité qui t'a été la plus utile selon toi dans ta carrière? Bonne question. Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais. Qualité, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'a été le plus utile dans la carrière, je pense que c'est de savoir à quel moment dire non. Alors dire non, il ne faut pas le prendre au premier sens du terme. En tout cas, c'est à quel moment je ne vais pas aller plus loin dans telle phase de vol. À quel moment j'ai un... Alors comment on peut le dire? Un feeling? Un sixième sens? Un pressentiment? Un pressentiment, quelque chose. Attention, il ne faut pas que ça devienne la base du pilotage. Attention, il faut remettre les choses dans le bon ordre. Il y a toujours cette petite voix. Ah ouais. Et je me suis rendu compte que... J'avais présenté un livre qui s'appelait Dieu est mon copilote, de Robert Scott, un pilote américain de la Deuxième Guerre mondiale. Et pareil, lui, il y avait une petite voix comme ça qui lui a fait éviter, en fait, d'aller jusqu'au drame, en fait. On est tenté, quand on est sur un appareil comme un Mirage 2000, on est tenté de... Oui, un petit sourire, là. Ah ouais, on est tenté. Alors oui, on est tenté. Enfin, on va prendre un rectangle. Le rectangle, c'est le domaine de vol. Alors dans le rectangle, tu as un rectangle un peu plus petit qui est la réglementation, qui est ce que tu es autorisé à faire et à ne pas faire.
Et évidemment que tu es tenté, je n'irai pas plus loin, mais d'aller chercher un peu plus loin que ce que tu es autorisé de faire pour aller voir le vrai domaine de l'avion, le vrai domaine de vol de l'avion. Oui, tu es tenté, dans certains cas tu peux aller un peu plus loin. Donc oui, tu es tenté. Et tu es tenté, et c'est là que se jouent les quelques... tout se joue là en fait. C'est les quelques microsecondes, les quelques millisecondes où tu vas dire non, là, stop. Voilà. Ouais. Alors moi, j'y crois énormément. Je sais que j'ai quelques exemples dans ma carrière où je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais non, je vais pas descendre un peu plus bas, alors que j'aurais pu le faire. Non, je ne vais pas faire ça. Et j'ai l'intime conviction, peut-être un peu prétentieuse, que c'était mon choix. Non, il n'y a pas de... Et parce que en fait, vous êtes formé pour la guerre. Oui, complètement. C'est savoir dire stop. Voilà. Savoir dire stop, ouais, c'est ça. Et je veux dire, c'est ça. Vous vous entraînez, mais dans un cadre de sécurité aussi. Faut pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en temps de guerre, cette sécurité, il faut peut-être la dépasser, ou je sais pas, en fonction des situations, c'est ça. T'autorise déjà de sortir un peu de ton enveloppe d'entraînement. Déjà, elle te le permet, elle te l'autorise. Mais attention, elle ne t'autorise pas à faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Mais parfois c'est même pas la guerre, parfois c'est un vol d'entraînement très basique. Il y a la météo qui joue, il y a plein de choses qui jouent, il y a des petits moments où tu te dis tiens, je vais faire différemment. Voilà. Si on te demandait de l'expliquer pourquoi, je peux te dire que j'en serais bien capable. Donc vous avez quand même... C'est multifactoriel, il y a trop d'entrées pour savoir pourquoi on a pris cette décision. Je ne renverse pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui fait le pilote. Évidemment, ce qui fait le pilote, c'est la formation, c'est tout ce qu'on sait faire, mais il y a malgré tout, j'en suis convaincu, qu'il y a cette petite part de ressentir l'environnement. Est-ce qu'on pourrait dire ça, que c'est le sens de l'air, quelque part, ou le bon sens paysan aussi? Ah mais il y en a du bon sens paysan, il y en a. Ah ouais, il y en a, vous avez quand même une porte ouverte un peu sur l'imagination qui permet en fait de faire une manœuvre ou quelque chose qui permet d'être meilleur que l'autre, parce que le jeu, c'est ça, c'est d'être meilleur que l'autre dans un combat aérien. Le but, c'est d'être le meilleur, attention, en patrouille. C'est-à-dire que rares sont les vols où on va... Alors, j'ai adoré, d'ailleurs, petite parenthèse, mais l'histoire du Baron Rouge, parce qu'il y avait quand même cette notion du Baron Rouge, le pilote. La réalité aujourd'hui, en avion de combat, c'est bien évidemment que tu pars toujours en patrouille. Et voilà, il y a une paire, quand il y a 2, 4 ou plus avions, c'est... Donc il y a quand même ça, le jeu, la première personne du singulier dans un cockpit, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière d'approcher l'aéronautique, en tout cas militaire, en période de combat. C'est pas la meilleure truc à faire. Tu as suivi un peu ce qui se passait en Ukraine au niveau des avions de chasse là? Et qu'est-ce que tu en retires un peu? Alors moi, ce que j'en retire, c'est 2 choses. C'est que je suis arrivé à Cambrai, on m'a dit il y a une règle. Enfin, il n'y a pas qu'à Cambrai, on le disait. Mais voilà, c'est pas de religion, pas de politique. Il y a des questions, il y a autre chose. Voilà. Donc, dès qu'on touche à l'Ukraine, on touche à la politique. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Non, mais là, je veux dire, techniquement, par rapport aux chasseurs, aux pilotes de chasse ukrainiens, on a vu des résultats. On a vu des résultats au début. C'est là qu'il y aurait 1000 choses à dire aussi, mais c'est vrai que donner des avions de chasse à un pays, ok, mais il suffit pas d'avoir ni l'avion de chasse, ni l'armement, ni les quelques heures d'entraînement. Une aviation de chasse, c'est tout un système. C'est des avions, de l'armement, tout un système autour en termes de mécanique, en termes d'organisation, en termes de contrôle aérien. On y reviendra peut-être, mais les ROIs, les règles d'engagement, tout est... C'est un ensemble tellement complexe que c'est très compliqué pour un pays comme l'Ukraine, tout d'un coup, parce qu'elle a reçu des avions et d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle ait dit comme ça à un moment donné, mais de se décréter armée de l'air. C'est pour ça, je pense que les gens qui regardaient aux informations un peu comment ça se passait pour les aides et tout ça, qui trouvaient un peu le temps long, quand est-ce qu'ils vont recevoir des avions, mais ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. J'en ferai pas dedans, mais il y a du jeu politique où il faut politiquement moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers politiques, mais en tout cas, il y a un jeu politique. Après, il y a le jeu, entre guillemets, militaire qui est un peu différent. Il y a une question là, intéressant. Oui, alors il y a une question, on va l'afficher ici. Alors j'attendais juste que la petite incruste s'en aille. C'est Lord Gibus qui la pose. Est-ce que tu as déjà eu envie de rentrer dans la patrouille de France? Effectivement, on parlait d'Alpha Jet, toute une période sur Alpha Jet pour la formation. Ça c'est
Ça a été traversé dans l'esprit ou... Alors avec mon caractère plutôt solitaire, entre guillemets, il y a un truc qui me bottait beaucoup plus, c'était le solo display. Le Rafale solo display, plus que la patrouille de France. Ouais. Bon, déjà, je suis pas du tout certain que... Troisième raid qui arrive, merci beaucoup. C'est Pierre, et commandant de bord 380, notre ami Pierre, qu'on retrouve régulièrement dans la zone aéro, dans Push to Talk. Merci beaucoup Pierre. Alors, on refait une petite présentation vite fait pour les amis qui viennent d'arriver. Philippe, le chat, Philippe, ancien pilote Mirage 2000, instructeur Alpha Jet, Rafale, et aujourd'hui fondateur de BM Entry dont on va parler dans quelques instants. Merci beaucoup. Ouais, donc, est-ce que tu as fait des exercices? Alors, Patrouille de France. Ah oui, Patrouille de France, on n'avait pas fini. Pardon. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Oui, évidemment, et je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je crois pouvoir dire que comme ça a dû passer dans l'esprit de beaucoup de pilotes de chasse en escadron, ça, voilà. Après, attention, hein, ça passe dans l'esprit, ça ne veut pas du tout dire qu'on serait pris, parce qu'il y a quand même il y a quand même il y a quelque chose d'assez long, il y a une cooptation, il y a quelque chose d'assez... voilà, qui est quand même très particulier à la Patrouille de France. Par contre, moi j'étais très très attiré par la démonstration solo du Rafale. Et c'était dans les premiers en plus, hein. C'est les premiers, les premières années. Ouais. Et puis et donc oui, mon nom était ressorti en même temps à l'époque que je pense qu'on on va dire Michael. On va s'arrêter juste sur le prénom en fait. Et voilà, donc on était deux, donc j'aurais pu le faire à cette époque-là. On est en 2000. Et puis après. On en reparlera ou on n'en parlera pas, mais en tout cas la vie et ses épreuves, on a décidé un petit peu autrement en ce qui concerne mon chemin, donc voilà, j'ai suivi une autre chose de différent. Ok. Donc après tour. Si vous avez des questions, le chat, n'hésitez pas à les poser, hein, parce que là c'est vrai qu'on discute entre nous, mais si vous avez des questions, allez-y, hein, nous on intervient dessus, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Hein. Posez... C'est énorme, mais moi, après, non mais c'est peut-être de ma faute. Parce que moi, je voulais être pilote de chasse et là, je vois un pilote de chasse, donc j'ai 1000 questions à chaque fois. Ah oui. C'est pas la première fois qu'on invite un pilote de chasse, et à chaque fois, j'ai 1000 questions. Mais regarde l'heure, il va falloir qu'on enquille sur la partie BM Entry. Alors, 9 minutes, c'est ça? Allez. Non, c'est passé un petit peu. Alors, tour, après Rafale? Ouais, tour, fin de tour, moi j'aspire, je rêve de faire du Rafale. D'accord, c'est un avion qui faisait rêver. Ah ouais, oui, faire du Rafale. Même nous, on savait qu'on parlait du Rafale, il n'y avait que ça. Ah ouais. On parlait, je me souviens, quand j'étais au collège, c'était l'ACF, l'avion de combat du futur. Il y avait ce dessin déjà du Rafale, mais oui, c'est plus qu'un rêve. Là, il y a une phase de si j'arrive à accéder au Rafale, vraiment. Et donc, oui, encore une fois, j'estime avoir de la chance. Alors, il y a du boulot, mais il y a surtout le bon moment. Il y a aussi de ça, il faut jamais l'oublier, être là au bon moment. Il y a plein de copains qui ont fait des choses, qui n'ont pas fait de choses, mais il faut être là, si on n'y peut rien, on est parfois... Un facteur chance. Ouais, exactement. Donc oui, j'arrive sur Rafale en 2007. Ça se passe où la transformation? La transformation se passe à Saint-Dizier. Saint-Dizier, Saint-Dizier dans le nord-est. Voilà. Base de Saint-Dizier qui était historique, c'est une base historique sur Jaguar, voilà, et puis qui a récupéré ce saut technologique quelque part, ce saut aéronautique du Jag vers le Rafale. Et voilà. Donc, Et beaucoup de différences entre le 2000 et le Rafale? Pilotage, non. Le pilotage pur d'un Rafale, venant du Mirage 2000, non. Alors ça pousse plus. Il y a un joystick à la place d'un manche au milieu, il y a tout ce petit genre de détails qui s'estompe au bout de 10 minutes de vol. Voilà, j'exagère un peu, vite, mais voilà. En revanche, système d'armes le plutôt. Système d'armes, c'est plus la même. Là, c'est plus la même du tout. Là. Il y a une autre philosophie, il faut penser autrement peut-être. Alors on est encore au début, alors ce que je dis aujourd'hui est probablement moins vrai aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait encore à ce moment-là, même si je ne faisais pas partie de la première équipe de Rafale, mais il y avait encore à ce moment-là des raisonnements. Comment on va utiliser le Rafale, comment on va utiliser tel système. Il y avait quand même des réflexions. D'accord. Absolument. Okay. Est-ce que tu as fait des exercices contre des Américains, contre les Anglais, c'est plutôt amusant, c'est enrichissant dans quel sens? Alors déjà oui, encore une fois, j'ai beaucoup bougé avec les Anglais, avec des pays de l'OTAN, avec les Américains, les pays du proche Moyen-Orient, pour ne pas les citer, les Émirats arabes, le Qatar, il y a beaucoup d'échanges là-dessus. Donc oui, il y a eu des missions assez complexes d'ailleurs en entraînement, avec 5-6 nations sur un même vol qui regroupe une vingtaine d'avions, voilà. Donc oui, il y a beaucoup d'exercices de ce type-là.
Et c'est toujours intéressant. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu as eu du fil à retordre par rapport à un autre avion? Un avion différent Alors que moi j'ai du fil à retordre, En tant c'est que pilote, possible parce ouais. que j'ai des failles en tant que pilote. En revanche, on va être un peu chauvin, mais le Rafale est extraordinaire alors après, tout dépend comment on se place. Ouais, Le Rafale bien sûr, est après, extraordinaire. tout dépend de... Après, si on regarde ça d'une manière très macroscopique, il y a de très beaux avions de combat dans le monde, qu'ils soient, Oui, bien qu'ils sûr. soient américains, qu'ils soient... Et voilà, donc j'ai pas envie de rentrer non plus dans une espèce de Ouais, de ça peut être casse. surenchère, ouais. Voilà, Oui, non, après, mais ce qui est sûr, c'est que le Rafale, pour avoir volé, j'ai eu la chance de voler sur Sukhoi 30 indien. Ah ouais, quand même. J'ai fait un PAX dessus. J'ai pu voler sur certains avions américains. J'espère être honnête en disant que j'ai jamais trouvé d'équivalent en termes d'ergonomie, en termes de cockpit, en termes de qualité de pilotage, de feeling que sur un Mirage D'accord. 2000 et encore plus un Rafale. Ouais, d'accord. ouais. Est-ce que parce que maintenant on voit les avions, tout ça, notamment avec la poussée vectorielle, les tuyères qui bougent, est-ce que c'est un truc qui pourrait être une plus-value pour un Rafale, pour je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui manquerait à un avion en fait? Est-ce que c'est vraiment utile comme Ouais, c'est un gros sujet. Si je réponds non, ça ne sert à rien, je vais réussir et vous allez réussir à trouver le cas où ça va servir. Si je dis oui, ça sert, dans quel cas? Alors moi je dirais que non, c'est pas primordial, la poussée vectorielle, parce qu'elle va être utile que dans des phases de combat rapprochées. Ouais, Voilà, elle permet une Puis aujourd'hui, il y en a de moins en moins en plus. Bon, voilà. Après, le Rafale reste un avion extrêmement maniable. Alors attention, si on lui met plein de bidons, des bombes sous les ailes, il devient un petit peu moins maniable. Mais en tout cas, il reste très maniable. Donc non, pour moi, il n'y a pas de sujet. Non, c'est pas quelque chose de différenciateur et j'irai pas jusqu'à mettre de la poussée vectorielle aujourd'hui sur un avion de combat. Je préférais privilégier le système de combat, prendre un peu de recul, on parlera peut-être de l'IA, on parlera de choses, mais il y a des choses à faire dessus. D'accord. Ouais. Ok. Bon, on a fait la petite parenthèse avion. Ouais, on va passer Alors, à BM3 ton maintenant, activité parce maintenant. que du coup, tu sors l'armée. des forces armées et arrive l'heure où te dire, mais qu'est-ce que je retire de tout ça? Que faire de mon expérience? Et qu'est-ce qui te fait franchir ce cap de dire, bon, bah maintenant, il y a peut-être quelque chose à jouer avec les entreprises? C'est une volonté déjà de partir de l'armée. C'est une volonté. Je me souviens très bien, à l'époque en état-major, dire je vais quitter. Alors il y avait des facteurs qui n'ont pas lieu d'être évoqués ici, mais il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs, il y a différentes choses qui m'amènent à faire ce choix en ne sachant pas ce que je vais faire. Donc bon, voilà, j'ai eu quelques collègues qui m'ont dit mais t'es complètement fou, enfin reste dedans. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vas faire, j'en sais rien. Voilà. Ah ouais, tu savais, non, sortais, non, mais aucune sans idée. savoir. D'accord. Je savais que je quittais, je savais que dans ma tête je m'étais quand même fixé 40 ans maximum, parce que je m'étais dit que après. C'était pas mal, 40 ans pour refaire une deuxième carrière derrière, ça me permettait d'avoir assez de recul. C'est logique. Ouais. Voilà, bon, donc je quitte et je m'inscris à l'EM Lyon, qui est une école de commerce intéressante, on va dire, et je fais un executive MBA. Donc c'est un master, en fait. Le mot executive, il est là pour dire je suis à l'école pendant 2 ans et je vais finalement apprendre tout ce qu'est une entreprise, la partie financière, la partie marketing, la partie stratégie, la partie comptable, et donc on fait une espèce de 360 sur l'entreprise, et pendant 2 ans, on mange de la théorie, on mange de la pratique, et à la fin, on est diplômé d'un executive MBA, qui est un équivalent du 5, un master 2, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est ça qui me sert, pourquoi j'en parle, c'est ça qui me sert de transition entre le monde de l'aéronautique militaire et puis ce que je vais faire après. Voilà. Après, je me retrouve rapidement dans des grands groupes, Capgemini et Atos, avec des responsabilités commerciales. Donc là, j'en pendant 2-3 ans, avec toujours l'idée d'être entrepreneur, de créer une société. Et puis BeamNtree, c'est la société que j'ai créée maintenant il y a 7 ans, et puis qui fonctionne encore aujourd'hui, 7 ans. et qui a évolué. Voilà. Alors, explique-nous un peu les fondamentaux et ce que tu en as fait aujourd'hui. Comment tu as évolué là-dedans? Et que tu as fait évoluer du coup. Je te parlais tout à l'heure déjà de ce que veut dire BeamNtree. Donc BeamNtree, c'est littéralement c'est une entrée de travers, Beam le travers et Entry l'entrée, et c'est surtout une entre guillemets une tactique dans c'est ce que l'armée de tu l'air m'expliquais tout à l'heure. qui signifie quoi? Qui signifie qu'on va approcher une cible dans son travers
Pourquoi le travers? Parce que à ce moment-là, c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais pas partout, mais en tout cas, il y avait une espèce de code mort qui nous permettait de nous rapprocher d'un aéronef discrètement, entre guillemets, et puis en arrivant suffisamment proche de lui, et bien de voir si cet aéronef est gentil, méchant, neutre, bon, voilà. Et donc la posture. Et donc c'est cette idée de moi de beam entry qui m'a toujours intéressé dans l'entreprise, c'est de pouvoir pas trop faire de bruit, de détecter les choses, de comprendre ce qu'il se passe. Il y a une notion de situation awareness, de compréhension de l'environnement qui est primordiale. Et une fois qu'on voit ce qu'on a en face de nous, et bien de décider, en fonction de ce qui se passe, de mettre des actions très opérationnelles. D'accord. Ah oui. Et donc, et donc, du coup, avec l'école que tu as fait, adapter ça donc, au niveau économique, commercial, tout ça. Alors, j'allais dire, ça répond à quel besoin du coup? Parce que faut quand même déjà te connaître, savoir un peu ce que tu as fait pour dire, tiens, là, ça peut coller avec ce qu'on attend. Comment est-ce que tu arrives à déclencher les leviers, de dire, attendez, moi j'arrive et j'ai quelque chose pour vous? Alors déjà, j'ai des sujets plutôt confidentiels, donc c'est compliqué pour moi. Je ne vais pas me lancer dans de la pub, dans du marketing, dans du enfin voilà, c'est un peu compliqué de le faire. Pour autant, j'interagis uniquement avec des dirigeants d'entreprises, des PME, des ETI françaises, principalement, qui sont confrontés à ce que j'appelle moi des enjeux critiques. C'est quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui... Alors soit c'est du signal faible, des choses qui sont, encore une fois, on revient sur le feeling, un dirigeant peut dire il y a un truc qui se passe, mais je ne sais pas comment l'aborder. Si je ramène ça un peu à l'aéronautique, on va prendre un avion de ligne. L'avion de ligne, il peut très bien être un peu à court de carburant, il peut traverser une phase de turbulence. L'image, c'est que l'entreprise, c'est cet avion de ligne. Bon, ça a toujours été de tout temps. Un pilote de ligne va savoir gérer les turbulences, il va savoir gérer le pétrole en fonction de où aller, voilà. Et puis, j'ai envie de dire qu'en ce moment, depuis quelques temps maintenant, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on voit que l'environnement autour de cet avion de ligne évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors dans l'image, l'avion de ligne il est dans un environnement où finalement, il y a même de la menace qui pourrait venir éventuellement du sol, de l'air. Et l'entreprise, aujourd'hui, là où elle était peut-être, ce qui n'est pas complètement vrai, mais assez focalisée sur son activité, alors quand même avec une connaissance de certaines choses autour d'elle, les partenaires, les concurrents, et bien aujourd'hui, il y a des choses qui sont en dehors de tout ça. Voilà, il y a des personnes qui veulent du mal aux entreprises, il y a de l'espionnage industriel, il y a de l'ingérence, du piratage, du hacking. Là, à la rigueur, toi, tu es là pour dire, attention, là, il y a peut-être quelque chose de dangereux, parce que... d'accord. Mon offre, chez beam entry, j'ai une offre qui s'appelle DevOps, Défense Opérationnelle, et l'image, c'est ça, c'est d'apporter une réponse opérationnelle en position de défense. C'est que de la défense, mais c'est déjà énorme. C'est être capable d'amener une culture de la défense dans l'entreprise avec un dirigeant qui éventuellement va pouvoir déléguer une partie de sa peur, de sa crainte, et moi de mettre en place une protection autour de cette entreprise. Attention, il ne s'agit pas forcément de choses extraordinaires, d'accord, mais on voit aujourd'hui... C'est des petites choses qui font que ça peut mettre en danger l'entreprise. Complètement, voilà. D'accord. Il y a de l'humain, il y a de la cyber, il y a derrière, il y a des outils qu'on a. Ça a un peu travaillé dans l'inconnu, un peu finalement, parce que... Ce que j'aime. Mais ça rejoint aussi un peu la structure. C'est par là, on verra ce qui se passe. Tu as quand même beaucoup de pédagogie, finalement, au travers de ça. On retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tu expliques le pourquoi du comment, pour que finalement les chefs d'entreprise disent ok, finalement on a la solution. Il y a énormément de pédagogie en amont. En fait, c'est là qu'on rapproche ça du vol. C'est-à-dire qu'on peut parler d'alerte opérationnelle, c'est qu'il y a énormément de pédagogie, d'explication en amont. En revanche, à partir du moment où il y a un risque qui est identifié et pour lequel il faut agir rapidement, la pédagogie n'a plus de place à ce moment-là. C'est terminé. On est passé dans la phase opérationnelle. Et à ce moment-là même, je vais dire aux dirigeants pendant quelques temps, là, je fais ce que j'ai à faire, je vous rendrai compte, je vous expliquerai, mais je ne suis pas du tout dans la phase de pédagogue. Voilà. On est dans une phase opérationnelle. Et donc, il y a toujours jonglé entre cette phase que tu évoques de pédagogie, d'explication, de prise de recul, mais à partir du moment où on est dans l'Ops, on est dans l'Ops. Voilà. Et ça me vient de l'aviation de chasse. À un moment donné, on arrête de réfléchir sur une stratégie de l'armée de l'air quand on est en vol et qu'on doit aller sur telle cible. On y va et on fait ce qu'on a à faire en tout cas. Voilà. Et comment tu trouves tes partenaires? Parce que je suppose que tu n'es pas tout seul. Comment est-ce que tu arrives à dire tiens, je vais me forger une équipe, je vais prendre telle ou telle compétence? C'est par rapport aux demandes des entreprises que tu es venu à penser cette équipe-là, ou tu t'es dit tiens, je vais être
un peu en avance et je vais anticiper les demandes. J'ai constaté chez certaines entreprises des problématiques. Et après, moi, alors on verra si le futur me donne raison ou pas, mais en tout cas, moi, je me suis entouré de compétences qui me paraissent essentielles pour demain. Voilà. Je donne un exemple, la recherche OSINT, Open Source Intelligence, qui est la capacité à rechercher sur des sources ouvertes de la donnée, sur toi, sur moi, sur une entreprise, sur n'importe quoi. Il y a des vraies techniques de recherche pour, encore une fois, amener de l'éclairage. Et bien ça, c'est une compétence que j'ai voulu intégrer dès le début. Mais après, il y a des compétences plus confidentielles. Et là, qui m'amène ces compétences, c'est le réseau. Le réseau voilà, d'un monde pas très lointain. Ok. Merci Philémon, il a mis, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que les modérateurs, ils ont aussi la possibilité de remettre des liens, et ils ont mis le lien de BM-Entry sur lequel vous avez tout dessus. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple concret, alors sans nommer de client ou de cas spécifiques, mais qui peut être révélateur ou pour bien faire comprendre aux gens qui nous suivent un petit peu le besoin au départ et la solution que tu mets derrière? Ouais. Ben, on va partir sur une entreprise qui a des appels d'offres. Voilà, donc elle répond à des appels d'offres. L'appel d'offres, c'est quelque chose qui est assez normalisé, qui est très normalisé, qui permet à différentes entreprises de répondre d'une manière très carrée à un besoin, en fait. Et il arrive que des entreprises, d'année en année, finalement, amènent la compétence. Et on peut imaginer une entreprise qui commence à perdre. C'est-à-dire que là où elle gagnait, elle perd. Pourtant, elle a une qualité de travail qui est identique. Donc, en tout cas, elle estime avoir une perception de l'environnement qui est la même. Et le dirigeant va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est nous qui avons des problèmes en interne? Est-ce que c'est l'espace concurrentiel dans l'aéronautique militaire, ça serait une menace qui a changé? Et est-ce que c'est à nous de nous adapter? Ou est-ce qu'il y a potentiellement, c'est pas du tout sûr, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des intentions d'autres entreprises ou d'autres personnes qui veulent du mal à cette entreprise? Donc voilà, donc là, il y a une énorme notion de renseignement. Alors maintenant, je ne l'utilisais pas il y a 5 ans, le mot renseignement, parce qu'en France, il faisait un petit peu peur. Maintenant, je n'ai plus aucune crainte à utiliser ce mot-là. C'est acquérir du renseignement sur l'environnement, de manière légale, évidemment. Bien sûr. Et puis de comprendre cet environnement pour pouvoir agir derrière. D'accord. Ok. Et donc du coup, répondre à la question et de dire, c'est une entreprise, donc c'est pas on la met hors état de nuire, mais on trouve une parade à ça. Et je vous amène une autre solution ou aborder, comme tu disais, sous un autre angle différent. L'idée, c'est ça, c'est d'amener des éléments pour que le dirigeant puisse comprendre. Il puisse ouvrir les yeux sur l'environnement. Encore une fois, j'insiste un peu, mais cette situation awareness qui est primordiale dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et c'est bien ça, c'est de lui amener des éléments. Et après, moi, je ne suis pas le dirigeant. C'est-à-dire, je peux éventuellement lui proposer des pistes, en tout cas d'action. Et puis, en fonction, on décide ensemble, ou alors il décide tout seul. Mais en tout cas, oui, j'aime aller jusqu'à la partie opérationnelle. Et si on va dans l'opérationnel, on y va. On va chercher des informations. On amène des éléments. L'entreprise va vers un gros nuage noir. Et toi, tu peux proposer de dévier la route. Ce sera peut-être un peu plus long. Mais au moins, on va contourner un peu ce danger que le chef d'entreprise n'a pas forcément vu. Il n'a pas forcément vu. Alors ça peut être ça. Ça peut être aussi, tiens, je suis en vol et puis je vois bien qu'il y a là-bas, il y a un village, mais il se passe des choses un petit peu bizarres. Est-ce qu'on peut envoyer, alors c'est une image, est-ce qu'on peut envoyer un drone qui va vraiment prendre des images, comprendre ce qui se passe exactement sur ce village pour amener des éléments. Si on n'intervient pas nous, il y a peu de chances que l'entreprise puisse le faire, toujours dans un cadre légal, j'insiste, encore une fois, précaution oratoire, mais dans un cadre légal, et je peux même dire légal parce que l'idée c'est que tout ce qu'on amène comme élément puisse éventuellement coller à la justice en fait et que la justice bien sûr, qu'il n'y ait rien. Il n'y a pas de reproche possible. Après, bien sûr. Merci FingerGold04 qui vient de prendre un Prime depuis 12 mois et bienvenue à Vlad Anne qui vient d'arriver sur la chaîne. On est avec Philippe toujours. Donc finalement, c'est plutôt des missions sur le long terme, c'est-à-dire que les entreprises qui te font confiance restent avec toi, ou c'est plutôt la mission?
Je débute souvent par une mission, c'est ce qui permet d'instaurer la confiance que tu viens d'évoquer. Ouais. Une fois qu'il y a la confiance, généralement, pas toujours, mais généralement, il y a plutôt une continuité dans l'accompagnement. Ouais. D'accord. Et dans tes clients, il y a tout un tas de secteurs d'activité. Ça reste plutôt de l'IT, du numérique, c'est des entreprises plus traditionnelles. C'est vraiment large. C'est des grosses large. boîtes, des petites boîtes. Alors, je ne vais pas dans les grandes boîtes, dans les groupes. Pourquoi ? Parce que les groupes sont dimensionnés et ont déjà en interne, ou si c'est pas en interne, ils ont déjà des prestats dimensionnés pour pouvoir répondre à ce type de besoin. En revanche, j'ai remarqué qu'il y avait tout un bassin. Alors les PME, c'est 90% du marché français en fait. Donc, on ne peut pas négliger les PME et moi j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises et puis celles de taille intermédiaire parce que voilà, donc qui est la cible ? Bah oui, c'est plutôt des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des ressources derrière financières qu'il faut quand même pouvoir assumer. Et s'il y a vraiment un danger et que les ressources financières ne sont pas là, on essaie de trouver les meilleures solutions en tout cas. Mais on est sur ce type de cible. Pourquoi je dis ça ? Si je devais résumer, c'est qu'il y a des entreprises qui sont déjà protégées par la France. Tout ce qui est nucléaire, des sous-traitants nucléaires, des acteurs nucléaires, aéronautique, défense, d'accord. Après, il y a beaucoup de sous-traitants, on appelle ça des sous-traitants de rang 2, de rang 3, donc qui sont des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, ou alors des marchés comme, je sais pas, le médical, pharma, l'automobile, le spatial, la microélectronique, j'en sais rien, des choses comme ça, et qui ont des besoins dans ce sens-là. Oui. Safran, c'est vrai qu'il faut... Safran, bon, j'aimerais, si Lorgibus, je me permets de te tutoyer, tu as un contact chez Safran qui me fait faire rentrer. Parce que c'est quand même, c'est quand même une grosse PME. C'est voilà. Ça. Ouais. En fait, pour expliquer un peu aux gens, c'est un peu comme Renault où c'est une grosse entreprise, très grosse entreprise. PME, c'est plus qu'une moyenne entreprise. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas eux qui fabriquent les pare-chocs. C'est pas eux qui fabriquent les phares, c'est des petites entreprises à côté qui fabriquent ces éléments-là. Et c'est celles-là, en fait, qui n'ont pas forcément les moyens de se protéger comme Renault, en fait. Oui, et pourquoi les défendre ? Parce qu'on le voit, par exemple, en cyber, c'est que ces petites entreprises, elles peuvent être des chemins d'accès pour les plus grosses entreprises. Ah oui, ça peut être une entrée, bien sûr. Si demain, je vais aller taper, entre guillemets, Safran en termes de cyber, je vais avoir du mal. Enfin, rien n'est impossible, mais je vais avoir du mal. En revanche, si je comprends tout leur écosystème en termes de sous-traitance, je vais essayer de trouver là où il y a de la faiblesse, et puis après, je remonte. D'accord. Ouais, c'est voilà, plus concret, on comprend mieux. Voilà. Alors, du coup, as des tu interviens sur toute la France, il y en a de partout. Je me base quand même sur tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes, qui est mon bassin, mais autrement, oui, toute la France. D'accord. Ok. C'est différent des entreprises qui font des audits pour améliorer l'économie, tout ça. C'est pas le même domaine de travail. Ça va un peu plus loin dans le sens où il y a une vraie place pour l'audit qui est importante. Sur le site internet, je parle d'alerte opérationnelle. C'est-à-dire que moi, je me compare. Alors, encore une fois, tout est en relatif, mais en tout cas, à cette alerte opérationnelle d'avions de combat qui sont prêts à décoller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en France face à de l'inconnu, face à quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Mon idée, et moi, ce qui me plaît, soyons honnêtes, c'est cette notion d'intervenir sur de l'opérationnel, sur quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc, un audit, quelqu'un qui vient auditer une entreprise pour mettre le doigt sur tel ou tel point, pour améliorer, on va dire... économiquement, l'entreprise, c'est un outil en plus. Oui. Nous, on peut faire de l'audit sur des choses extrêmement précises, des failles qui peuvent être humaines, techno, voilà. Mais voilà, je ne suis pas, dans ce domaine-là. Voilà. On est plutôt nous en réaction. Et si on peut, on essaie d'être en réaction, mais le plus tôt possible, en tout cas, pour pouvoir... C'est complémentaire, parce qu'un audit économique, c'est vraiment pour améliorer le rendement un peu économique de l'entreprise. Ouais. Là, toi, c'est plus... une protection un peu plus globale, pas forcément économique, mais plus c'est vraiment la protection de l'entreprise, de l'existence de l'entreprise en fait. En fait, vous touchez plus à l'existence de l'entreprise qu'à son économie. Oui, et puis souvent avec des enjeux, alors, que je me répète, mais des enjeux critiques, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut mettre en péril, peut-être pas toute l'entreprise, mais certains secteurs d'activité. Ouais. Et on va être très clair, c'est-à-dire qu'on est en France aujourd'hui, et là je rentre, c'est pas de la politique, mais c'est un engagement personnel de dire, vu tout ce qui se passe, la protection des PME, des ETI, elle est primordiale. Et moi, à mon petit niveau, je vais faire ce que je sais faire et je vais essayer de le faire du mieux possible pour défendre ces entreprises. Voilà. D'accord.
Ok. Petit message à Trump. Ouais, je mets la question de côté. En tout cas, Ok. je suis là pour les défendre, les globes rouges. Ouais. Bah voilà. Voilà. Super, merci Philippe. On va tourner la dernière page de l'émission parce que ça avance, c'est déjà 14. Ah, évidemment. Donc, dernière page de l'émission, c'est les foires aux questions, remise de gaz. Donc, il vous reste quelques minutes avec des quelques questions qui sont de côté à poser à Philippe qui est avec nous. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Et donc, c'est Arline, la voix, voilà, qui nous fait nos voix off, on la salue. Voilà. Alors, j'avais noté 3 questions de côté, plus éventuellement les quelques questions que vous voulez finir de poser à Philippe qui est avec nous. Ce soir, on rembobine pour remonter du côté d'Albert ou Free Flight, demander sur quel avion tu avais volé. Je pense qu'il parlait de la partie aviation légère ou vieux avions, tu disais. Ouais. Morane Saunier 733. D'accord. l'Alcyon. MS 733, exactement. Jean-Jacques Ouais. Dubois, ça te parle? Oui, et puis j'ai eu la chance de faire un Laval, en fait, un meeting aérien. Je sais que c'est de moins en moins prisé, mais en tout cas... Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage, mais en tout cas, voilà, donc j'ai eu la chance de revenir sur mes terres natales, là où j'avais appris l'aviation, et en volant sur MS, ouais. Ah bah voilà. Joli, bel avion avec moteur Renault d'ailleurs. Oui. Ouais. Ok. Alors, question, c'est moi qui la pose celle-là. Tu voles encore ou plus? Je Ah oui, vole. voilà. Alors, j'ai complètement arrêté en quittant l'armée pour me consacrer uniquement à ce que je faisais. Et depuis quelque temps, oui, tout doucement, je remets les fesses dans le, Ah, dans le c'est cockpit bien. parce que c'est pas possible. Ouais. En aéroclub. Hein. En aéroclub. Ouais, aéroclub. FI bientôt? Alors, en toute honnêteté, je crois pas. Non. Je crois pas. Non, je crois que je vais être très égoïste. Voler pour toi, ouais, quoi. Voler. Il y a Tu des sais montagnes pas que loin. Je on a suis Courbesac qui est à 5 minutes. Hein. Je dis ça. Tu dis rien. Je dis rien. On enchaîne. Ça fait En parlant d'avions du futur. Ah oui, c'était avoir ta réaction puisque Trump a donné le futur F-47 à Boeing. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah déjà, il faudrait que j'ai les compétences pour répondre. Donc là, ça m'inspire pas grand-chose, si ce n'est que ça va être encore un avion hors norme. Quand je dis hors norme, c'est pas forcément flatteur. C'est que ça va encore être un truc extraordinaire, un truc hors norme, encore un truc en avance. Donc ce que ça m'inspire, c'est que ça va être intéressant de voir si c'est comme la partie F-22 d'il y a quelques années, dans quelle mesure, c'est des avions extraordinaires mais en quantité limitée, et puis l'usage opérationnel qu'ils en feront. Bon, ceci dit, je reste quand même très intrigué et très intéressé par ce qui va se passer. C'est vrai que ça attire. Hein, ça attire mais... Le F-35, c'est vrai qu'on entend parler du F-35, des côtés négatifs, parce qu'il est cher, etc. Mais c'est quand même un avion qui a un bon niveau dans le domaine du combat, quoi. C'est-à-dire que c'est un avion silencieux quand même. Hein, il peut arriver de quelque part sans qu'on le voit, quoi. En même temps, Rafale aussi, hein, si vous venez par là. Le F-35, c'est... alors évidemment, il y a le français qui va parler, mais je pense réellement que c'est un avion qui a montré qu'il avait d'énormes lacunes en termes de maintenance en conditions opérationnelles, en termes il y a quand même eu d'énormes problèmes. Je reste très cher. Très cher. Très cher. Voilà, bon, on revient dans des choix politiques, hein, mais voilà. Je suis pas un grand, je serais pas un grand friand. Est-ce qu'il vaut mieux un avion pas trop sophistiqué mais en quantité, ou des avions très sophistiqués en petite quantité? Bon, moi j'avais une petite anecdote là-dessus, on m'avait dit ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs avions du monde. Hein. Si j'ai 100 meilleurs avions du monde et qu'en face de moi j'ai 2000 avions qui déboulent de moins bonne qualité, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. C'est sûr. Donc ce qui est l'idéal, c'est d'avoir de la bonne techno que l'on maîtrise, ITAR free, le petit passage qui permet d'avoir sa propre autonomie dans la construction de matériel français, européen, ce qu'on veut, et puis d'en avoir en nombre. Voilà, si on a les deux, c'est cool. Ouais. Cette question de Philémon qui demande si il peut, alors je pense que c'est humoristique parce qu'il a mis le petit smiley, s'il peut s'envoyer son CV. Tu recrutes? Là, en ce moment, je reçois 2-3 CV par semaine. C'est pas énorme, mais c'est pas zéro non plus. Et donc, je suis sur certains aspects que je peux pas trop évoquer, sur un canal comme ça librement, mais je cherche des compétences dans certains domaines. Ouais. Il faut avoir quelles compétences?
La compétence basique, je reviens sur l'OSINT, sur l'Open Source Intelligence. C'est une capacité à aller rechercher sur source ouverte avec les bons outils, de manière quand même assez méthodique et dans un temps imparti, des informations. Et si on peut aller sur le deep, le dark web, des choses comme ça, ouais. Donc le clear, deep, dark. Donc, quand tu dis les sources ouvertes, c'est Internet, c'est aller sur les sites, regarder toutes les informations. D'accord. Mais un peu comme il faut. N'a rien à voir avec ce que nous faisons tous les jours, bien évidemment. C'est ciblé, les recherches. Donc Philémon, il faut que tu aies la DSL au moins. C'est ça. Ça à mettre dans le CV. J'ai la DSL, la fibre. Alors, on enchaîne avec Roroino. Ça sera la dernière question de ce soir. À quand un baptême de voltige? Et il y a aussi les smileys. Alors, c'est-à-dire que c'est moi qui suis invité au baptême de voltige ou ça, c'est une bonne question. Hein. Voilà, non. Quand baptême de voltige. Tu veux y revenir à la voltige un de ces jours? Oui, ça oui. Ouais. Ça, d'accord. Oui. Ça oui, avec grand plaisir. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Steph 84 Triomphe. Ah, tiens, un beau logo. Il est Force Philippe. Ah, il doit te connaître. Steph 84 Triomphe. Il est Force Philippe. Ah. Peut-être. Donne-moi un indice, Steph 84 Triomphe. Triomphe. 84 peut-être aussi. Ouais. Enfin, je dis ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais Triomphe, c'est bien. J'ai une Triomphe, donc c'est pour ça que c'est bien. Ah oui, c'est bien aussi. Et toi aussi, pas? Moi j'ai une GS, mais... Ah, oui, mais oui. Ouais. Plutôt allemande. Toi, tu vas m'inviter. Bon, toi, tu vas m'inviter, dit Roroino. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est plus facile. Alors, salle blanche. Voilà l'indice, salle blanche. Ok, c'est bon, c'est validé. Ok. Steph, avec grand plaisir. Voilà, c'est bon, j'ai le bon indice. Et je n'imaginais même pas que tu pourrais être là ce soir, tu vois. Donc c'est. Tu vois, le monde est petit. Je suis content que tu sois là. Voilà. Ouais. Bien, écoutez les amis, on arrive au terme de cette émission qui était fort intéressante. Ah ouais. Philippe, merci beaucoup pour ta venue, pour ta première de la zone aéro. J'espère que écoute, ça vous a plu et que j'aurai l'honneur de revenir une. Bien sûr. Il va falloir trouver des choses à nous redire, parce que ça fait plaisir. Les émissions sont toujours trop courtes, mais peut-être on eût parlé de la dernière de la zone, pourquoi pas, à discuter et à voir comment est-ce qu'on peut caler tout ça. Merci en tout cas d'être venu, merci Nico aussi pour ta présence, merci à vous. Et avant de nous quitter, on l'a dit, chose promise, chose due, on va parler, on va vous présenter le programme de mai 2025 là, qui arrive, puisque c'est la dernière émission avant Push to Talk, puis le mois de mai. Donc accrochez-vous, on est parti, on regarde ensemble, c'est ici, voilà le programme de 2025, et en plus on nous voit là en petit, donc c'est parfait. Allez, on démarre. Le 5 mai 2025 avec quelqu'un que vous connaissez bien dans la zone aéro, c'est Cédric Coffignal, il revient pour nous parler d'un sujet assez sympathique, c'est former au travers des compétences. Jusqu'à présent, on formait les pilotes à faire des exercices, et aujourd'hui on va essayer de voir en quoi la formation de demain passera par les compétences, c'est-à-dire on pourra passer par plusieurs exercices pour former une certaine compétence. Voilà. Donc, lui, c'est un petit peu un spécialiste dans le domaine et il viendra nous parler un petit peu de tout ça, de la formation, on va dire, future des pilotes. Et c'est même l'UASA qui est en train de mettre ça en place. Donc, on verra de toute façon arriver ça dans les années qui viennent en termes de formation du pilotage, en tout cas dans le civil. Après, dans le militaire, souvent c'est calqué, mais voilà. Donc ça, c'est le 5 mai 2025, c'est un lundi soir à 20h30 dans la zone aéro. Puis, on enchaîne avec un grand rendez-vous, le mercredi 7 mai 2025 à 20h30, puisque nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Michel Tonini, astronaute, il était général, il était pilote de chasse également, très très grosse carrière, et on parlera justement de ses rêves d'enfant, de sa vocation, et comment c'est d'être dans l'espace. Voilà, de sa carrière aérienne spatiale. Katy Perry. Il est monté avec Soyouz. Je préfère lui demander à lui. Ah oui, il a fait la station Mir. Soyouz, Mir, la navette non, spatiale. C'était pas 19h30 pour Cédric, c'est à 20h30 du jour. Pour Cédric. Et là, par contre, c'est 20h30 aussi le 7 avec Michel. Donc, Soyouz, Mir, il a fait des missions avec Columbia aussi. Donc, très très grosse carrière. Columbia, la première donc, navette un spatiale. astronaute, c'est le premier astronaute qu'on recevra dans l'émission. Excellent. Voilà. Donc,
Retenez bien cette date, le 7 mai Ça fait 2025. rêver aussi, ça. Ah bah, attendant, je pense que ça va plaire à Vincent. Et à Star astronaute, Wars. parce que c'est le passage, là, pilote de chasse, devenir astronaute après. Je sais pas si tout le Ça- monde, mais oui, ça il t'a y a encore aussi plus haut. effleuré, Ouais. Après, on regarde des profils, finalement, que il y a peu de pilotes de chasse aujourd'hui. Hein. C'est d'autres profils qui sont, Quand tu qui sont vas, retenus, ouais. quand C'est tu Tina vas à Arena qui Percy, fait ça. là, quand Allez, tu vas à plus haut. l'hôpital de Percy, là, tu vois les photos des astronautes et tout, puis tu te dis, Ah bah oui, ils sont passés par là c'est aussi, quoi. Et C'est puis- un rêve. Hein. Mais je serai là, hein. Je Voilà. écouterai avec grand plaisir. 7 mai 2025, Ouais, Michel Tony. Allez, on continue avec un Push to Talk qui aura lieu le 12 mai avec toute l'équipe de Push to Talk, vous le savez maintenant. Le sujet est à venir. Ce sera 20h30. On enchaîne avec le 14 mai, 20h30, un mercredi soir. C'est Achille Corsec. Il est jeune copilote sur Airbus A320 chez la compagnie low cost Wizz Air et il viendra nous parler de son évolution d'élève pilote à son premier poste en cockpit et on recueillera toutes ses impressions et ses conseils pour ceux qui veulent passer justement en cockpit. Et je reviens sur Push to Talk, là. S'il y en a parmi vous, je fais un petit sondage, qui veulent faire un Push to Talk spécial maquette, Et ben voilà, le message est lancé, il Vous faut voir dites, avec hein. Julo. C'est Julo qui gère tout ça. voilà, Julo, hein, Euh, si tu entends parler de gens qui veulent, Ben voilà. on peut organiser ça. Le 16 mai 2025, ce sera ici, 19h30. C'est pour ça que j'ai mis en rouge. 19h30 au bar de la zone. C'est Zoul, François Levotte, qui a aussi une carrière de chasseur, de voltigeur au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air pendant de nombreuses années. Et puis c'est un des quelques Français qui ont eu la chance de faire les fameuses Red Bull Air Race, Et ça, c'est les courses de pylônes. c'est son Et avion c'était Red son Bull, ça avion. Ah oui. Voilà. Et donc, il viendra nous parler de tout ça. C'est le 16 mai 2025 à 19h30. Donc, notez bien cette date. Et donc, on le retrouvera ici au bar de la zone. On continue avec le 21 mai 2025. On vous a dit, il y a pas mal de rendez-vous. 20h30. Delphine Lacoste, elle est pilote en aviation d'affaires, mais elle avait aussi une petite carrière avant. Donc, on verra comment est-ce qu'on passe des ressources humaines D'accord. au métier de pilote. Voilà. Et aujourd'hui, elle travaille chez Jetfly. Elle est sur le Pilatus PC12 dont elle nous parlera également. Donc plein de profils variés. On continue avec le 23 mai. C'est aussi à 19h30. C'est un vendredi soir. Bah, c'est Mathieu, Eh ben, vous le Mathieu. connaissez, hein, c'est une figure de la zone aéro maintenant. Mathieu, donc, il viendra nous voir, il est instructeur CPL à plaisir, l'ENAC ouais. et IFR aussi. Et on parlera justement du rôle et de la formation du commandant de bord, comment est-ce que c'est abordé, comment est-ce qu'il faut se préparer si vous êtes en aéroclub ou si vous avez des questions à ce sujet-là, il faudra les poser à Mathieu. C'est le 23 Voilà. mai à 19h30. Alors, c'est pour vous ça que- connaissez l'homme qui est là Voilà, Sully. Sullenberger. Oui. Voilà. Voilà, donc qui avait posé le 320 sur l'Hudson. Voilà, Donc, voilà, pas mal de sujet, choses. décision, commandant de bord, qu'est-ce qu'il faut faire, C'est ça. analyse de la situation, etc. quoi. Donc le 23 mai, 19h30. Puis, rendez-vous le 26 mai à 20h30, puisque nous aurons Jérémy Lecomte qui est avec nous et on va parler des différences de formation entre les hélicos et les avions. Pilote privé hélico, c'est Ah oui, possible. il y a un manche, mais c'est pas Eh dans ben le même oui. sens, quoi. Et lui, il est instructeur sur les deux. Il est oui. chez Montblanc Hélicoptère et il viendra nous parler justement des similitudes et des différences sur les formations de pilotes entre hélico et avion. Et puis, on terminera le 25 mai 2025, le 28 pardon, 28 mai 2025 à 20h30 par une chaîne que vous connaissez peut-être. C'est la chaîne Cockpit sur YouTube qui fait énormément de vulgarisation aéronautique. On décryptera tout cela avec son créateur qui sera avec nous en direct et on parlera des contenus, de la fabrication des émissions, etc. Donc ça devrait être aussi quelque chose d'assez intéressant. Et on finira avec le 30 mai 2025, le dernier Push to Talk du mois de mai, avec encore une fois une libre antenne et le micro qui vous est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent participer, que vous soyez pilote ou non. Venez discuter avec toute notre équipe, c'est sympa, on rigole bien et c'est plutôt cool. Voilà pour le programme du mois de mai. Ah bah, très bien, il y a de quoi faire, là. Ouais, Bravo, je bravo. pense que c'est pas mal. Vous pourrez le retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. On va le publier normalement dans les jours qui viennent. Donc vous aurez tout ça à disposition bien évidemment et notamment sur le Discord. Serveur Discord de la zone qui est gratuit, hein, vous pouvez rejoindre et vous avez tout plein d'infos et vous pouvez aussi échanger avec l'équipe, avec les invités, etc. Je sais pas si tu es venu sur Discord. Pas encore. Une demi-heure avant d'arriver ici. Ah ben je peux voilà. dire oui. Voilà, donc c'est bon, Philippe bon. est sur Discord, Ouais, donc n'hésitez voilà. pas. Voilà, c'est bien, merci pour le lien. Voilà, on a fait le tour. Merci messieurs, merci au chat, merci à toutes et tous. Merci à tous. La prochaine émission, donc, c'est Push to Talk la semaine prochaine.
Merci à Cynthia aussi qui était là, évidemment merci à toute la modération et à toutes celles et ceux qui nous soutiennent et qui nous aident au quotidien. On vous rappelle que cette émission sera disponible sur YouTube dans 15 jours. Voilà, d'ici là, ceux qui sont abonnés Twitch, abonnement normal ou abonnement Prime, vous avez le replay là, maintenant, tout de suite dans les minutes qui viennent. Si vous voulez savoir tout ce qui va se passer dans la zone, rejoignez les réseaux sociaux, puisqu'on a des choses à vous annoncer dans le mois qui arrive, le mois de mai, le mois de juin. Il y aura des petites choses qui ne sont pas encore prévues, mais qui risquent de se mettre en place, donc on vous informera par le biais des réseaux sociaux, donc rejoignez-nous. Et puis quoi d'autre? Et puis dans un instant, on fait un raid. Et puis manger, comme dirait Tassin. Voilà. Donc on fait un raid, vous restez avec nous le temps du générique. Le temps du générique, on bascule sur une nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, vous faites un copier-coller de ce que vient de mettre Julot dans le chat. Vous mettez les petites icônes et puis vous les envoyez sur la nouvelle chaîne. Chez qui on arrive comme ça, ils se font envahir de petits émotes de la zone aéro. On va chez qui là? Et on va regarder. On va regarder ça pendant le chat à la limite. Pendant le chat. Pendant le générique, je regarde qui est-ce qui est en ligne. Ah tiens, il y a Romain, il y a De Gaulle Approach qui est là. On va aller voir de la simulation de contrôle aérien. Les copains. Voilà. On va basculer chez Romain. Je vais lancer tout de suite le raid. On va lui faire un coucou. Tac, voilà. Encore une fois, merci Philippe. Merci. Voilà, merci Nico. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, j'espère. Nous, c'était le cas. Et puis, on se donne rendez-vous. Pour la prochaine. À la prochaine. Générique et allez. Spammez bien Romain parce que là, il fait beau, fly safe. Voilà, fly safe pour ceux qui veulent. Et bonne soirée à toutes et tous. Plus il fait beau, plus il y a de l'affaire. Ciao, bye bye. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission.